Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Ce soir, on a un petit peu de retard, mais vous allez voir que attendre, voilà, ça fait partie de ce qu'il faut faire. Et notamment, on va attendre 2 mois et demi et le 18 février, le rover Perseverance va enfin atterrir sur Mars, à Marcyr, faudrait-il probablement dire. Alors, bien sûr, ce rover va faire de façon extrêmement intense des missions, va mettre en œuvre des missions que d'autres rovers ont faites avant lui, notamment examiner les conditions d'habitabilité de la planète dans des temps extraordinairement anciens, voici plus de 4 milliards d'années. Mais le plus original, c'est probablement ce dont on va parler ce soir, c'est cette faculté d'abord de prélever des échantillons, de les sceller, de les déposer dans des conteneurs pour qu'ils soient récupérés bien des années plus tard, pour ensuite être renvoyés sur Terre pour qu'ils puissent être analysés donc sur Terre. Et effectivement, les possibilités d'analyse sur Terre sont incomparables. Elles sont extraordinaires comparées à ce qu'on peut faire directement sur Mars. Et on peut s'attendre à des percées gigantesques et notamment avoir une première réponse à cette grande question: la vie est-elle, oui ou non, apparue sur Mars? Alors, il va falloir attendre, hein, parce qu'avant que les échantillons nous reviennent, il va falloir un petit peu de temps, plus de 10 ans probablement. Mais avant cela, donc, il y a beaucoup de travail et beaucoup de discussions qui sont actuellement à l'œuvre. Il a fallu choisir une zone d'atterrissage. Il va falloir décider où le rover va se placer pour réaliser ses prélèvements. Vous imaginez qu'il y a eu beaucoup de discussions, il y en a encore aujourd'hui, il va y en avoir, et justement, c'est dans les coulisses de ce qui est en train de se tramer aujourd'hui entre scientifiques que nous allons vous emmener ce soir au cours de ce mardi de l'espace intitulé Click and Collect sur Mars. On a deux intervenants avec nous qui sont au cœur de ces dispositifs de discussion et de décision. C'est Cathy Quentin-Nataf et Michel Viseau. Merci infiniment à tous les deux d'être avec nous ce soir. Et puis vous qui êtes derrière votre écran, on va prendre vos questions et vous allez pouvoir les poser directement à Cathy Quentin-Nataf et à Michel Viseau. Et puis on aura beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations pour illustrer justement, beaucoup de vidéos pour illustrer ce mardi de l'espace. Michel Viseau, Cathy Quentin-Nataf, est-ce que vous voulez bien nous dire un mot de vous? Cathy Quentin-Nataf, Michel Viseau, alors là, c'est un habitué, il a sa carte, il est là chaque année au Mardi de l'Espace. Mais vous, Cathy Quentin-Nataf, c'est la première fois qu'on vous rencontre. Oui. Eh ben, alors pour me présenter simplement, je suis professeure d'université à Lyon. Ça veut dire que je divise mon temps entre pour moitié enseigner et pour l'autre moitié chercher. Et à ce titre-là, je travaille à étudier la surface de Mars. Je suis pas mal impliquée dans cette mission Mars 2020 avec ce rover Persévérance et cette récolte d'échantillons. Directement, hein, sur ce Mars 2020, sur cette mission Mars 2020 avec le rover Persévérance de la NASA. Donc, votre labo, c'est le laboratoire de géologie. Donc, vous êtes une planétologue martienne et une spécialiste, j'ai compris, de l'analyse des données des orbiteurs. Donc, ces satellites qui tournent autour de Mars et vous étudiez leurs données pour connaître l'histoire de la planète Mars. Et Michel Viseau. Michel. Moi, je suis vétérinaire et donc on a parlé de méthane sur Mars, donc peut-être qu'il y a effectivement des bactéries sur place. Non, plus sérieusement, donc je suis responsable de l'exobiologie au Centre national d'études spatiales et dans le partage que l'on a des missions, toutes les missions qui sont en relation avec la recherche d'une forme de vie ou dans l'étude des composés carbonés ou de la présence d'eau sont des missions qui rentrent dans la catégorie de l'exobiologie vue du CNES, donc de la recherche d'une forme de vie ailleurs ou des conditions d'habitabilité. Et donc voilà, donc mon rôle est d'accompagner les scientifiques, les ingénieurs, tous les gens qui fabriquent les instruments qui vont aller sur Mars, et puis participer bien entendu à l'organisation, aux négociations internationales qui ont lieu autour de ces missions, et notamment là maintenant sur le retour d'échantillons, puisque vous savez que l'Europe a pris un pied important et que la France a l'intention de jouer un rôle important dans ces missions de retour d'échantillons. Donc voilà en résumé mes activités actuellement. Parfait. Donc, responsable de l'exobiologie au CNES, donc l'Agence spatiale française, et puis vétérinaire, hein, de formation. Bon, ça fait un petit moment que, voilà, que vous n'exercez plus ce beau métier. C'est comme la Euh, bicyclette. Hein. oui, bon, voilà.
Pas de problème. Et moi-même, je m'appelle Paul Debrem, je suis animateur d'événements scientifiques et techniques et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'anime les Mardis de l'Espace depuis pas mal de temps. Figurez-vous, Michel, que ça fait 9 ans que le Mardi de l'Espace existe. L'année prochaine, on va fêter les 10 ans. Je crois que c'est moi qui ai fait. C'est pas mal. Et il me semble que j'ai fait le premier. Ah, c'est possible. C'est possible. Et puis, on a Mehdi surtout avec nous. Mehdi Bourayou. Comment vas-tu, Mehdi ? Bah, très bien, c'est vrai que attendre est sûrement le maître mot dans cette mission. Et d'ailleurs, Persévérance, qui a, je crois, décollé fin juillet, nous a envoyé début septembre un message que je viens de recevoir seulement maintenant. Il faut attendre, hein, évidemment. En plein été, j'ai quitté ma planète avec l'impression de commettre une infraction. Mars est trop loin, 300 millions de kilomètres. Ai-je bien rempli mon attestation ? Je crois que j'ai coché motif professionnel et impérieux collègue d'échantillons. Allez, je quitte la France, je tire ma révérence. Salut la Terre, bon baiser de persévérance. Je me voyais déjà sur la planète rouge, chassant toutes les traces. Attention, ça bouge là, sous la surface. Je me voyais déjà, chaque jour qui passe, trouvant un squelette, découvrant une grotte peinte d'œuvres d'art, des dessins rupestres, preuve d'intelligence. Une main à 7 doigts, ma parole les gars, on est à Lascaux. Je me voyais déjà, là sous la poussière, percer un forage et attendre ému que jaillisse de l'eau. Les hommes ont placé en moi leurs plus grands espoirs. Trouver des copains avec qui parler dans la Voie lactée. Pour aller sur Mars, les gars, sortez vos mouchoirs. Les lunettes de soleil pour arriver entier, sans être irradié. Même si bien sûr, je vous vends du rêve. Vous les confinez là tous en visio sur la planète bleue. Sur la planète rouge, je suis la relève. Et je vous y attends, vous verrez là-haut, on sera heureux. Voilà. Merci Mehdi, merci Mehdi. Bon, bah, écoute, on t'accompagne sur la planète rouge, surtout si on y est heureux, ça c'est clair. Alors, 300 millions de kilomètres, en fait, moi j'ai lu que c'était 471 millions de kilomètres qu'il avait fallu franchir pour arriver jusqu'à la planète rouge. On va parler de tout ça, évidemment. Cathy, quand on a ta première question, voilà, on a cet extraordinaire rover, donc Persévérance, qui va se poser dans 2 mois et demi sur la planète Mars, qui va commencer à faire ses premiers tours de roue. L'une des idées, c'est de récupérer des échantillons, les renvoyer sur Terre. Ça vaut vraiment la peine. On va pouvoir faire sur Terre des choses qu'on ne peut pas faire directement sur Mars. Alors oui, clairement. Envoyer un rover, c'est une prouesse technologique. On envoie des mini-laboratoires, mais ils ont des capacités d'analyse, ces petits mini-laboratoires sur place, sans aucune comparaison avec ce qu'on peut avoir dans les laboratoires voilà, de sciences des cailloux de par le monde. Donc oui, on pourra apprendre énormément de choses si on ramène des échantillons. Un exemple, c'est qu'on a ramené des échantillons avec les missions Apollo de la Lune. Vous n'avez pas idée de ce qu'on peut apprendre encore aujourd'hui, puisque les méthodes d'analyse en laboratoire s'améliorent au cours du temps et on continue d'apprendre des choses et on découvre des trésors sur l'histoire du système solaire grâce aux échantillons. Michel, quelques microgrammes, ça fait le bonheur, ou quelques grammes, ça fait le bonheur d'un laboratoire et il peut travailler avec ça pendant des décennies. Ah, mais on ne t'entend pas, Michel. Je pense qu'on peut parler en dessous du gramme. Hein. On est à quelques milligrammes suffisent. Et surtout, ce qu'on ne peut pas faire sur Mars, c'est aller chercher des traces d'une forme de vie, qu'elle soit présente ou passée. Parce qu'on va forcément, vu ce que l'on connaît de la planète Mars actuellement, chercher des choses qui sont infinitésimales. Et ça, plus c'est petit, plus ce qu'il faut pour le chercher et pour le trouver est gros. Alors, on va aller au synchrotron, on va faire des grands laboratoires, on va regarder attentivement micromètre par micromètre, hein, donc millionième de mètre par millionième de mètre, ce qui se passe à l'intérieur de ces échantillons. Et bien sûr, c'est une des motivations essentielles, hein, puisque dans notre système solaire, l'endroit où il y a plus de chances pour qu'il y ait à un moment donné une forme de vie qui ait commencé à apparaître ou qui ait pu apparaître éventuellement, eh bien, franchement, c'est Mars. En tout cas, c'est le seul endroit où on puisse avoir des chances de trouver quelque chose, parce que les autres planètes, pour les exobiologistes, je ne peux pas dire qu'elles n'existent pas, mais voilà, Vénus, on ne peut rien faire, il fait trop chaud, tout ce qui a pu être là-bas a été arasé par la chaleur et par l'acide sulfurique.
Il y a quelques semaines, on a consacré tout un mardi de l'espace aux lunes glacées. Donc, on a vu que sur Europe, sur Titan, sur Ganymède, on pouvait avoir des belles surprises aussi. On pourra avoir des surprises, oui, mais il faudra quand même attendre. J'ai vu ce matin juste une thèse sur les trucs martiens où on parlait justement des moyens de regarder ce qui allait se passer. C'était bon, oui, les lunes glacées 2060, 2070. Wow, d'accord, Bon, d'accord. c'est une autre histoire. Alors, il y avait Cathy qui avait envie de réagir à ce que disait Michel. Oui, sur comment on détecte, quand on cherche des traces de vie, on va chercher des molécules carbonées, des molécules qui ont du carbone. Mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres processus qui font des molécules avec du carbone, il n'y a pas que la vie. Et savoir si ces molécules carbonées, quand bien même on pourrait les détecter avec un rover sur Mars, prouver qu'elles sont d'origine biologique nécessite des analyses beaucoup plus précises en laboratoire. C'est ça. Donc voilà, on va trouver des molécules carbonées. Les molécules carbonées, c'est ce qu'on appelle, elles sont à l'origine, hein, elles constituent la vie. Le seul problème, c'est effectivement, est-ce que leur origine est biologique ou est-ce qu'elle est minérale, si je puis dire. Et donc ça, on sera capable de le déterminer si on étudie ces molécules sur Terre. Alors, on l'a dit, il y a énormément de décisions qui ont été prises, qui sont en train de se prendre, qui vont être prises par les scientifiques, parce qu'il va falloir piloter ce rover, décider où il va aller. Il faut aller aux meilleurs endroits, il faut prélever les meilleurs sites. On n'a pas une capacité on a des tubes dans lesquels on va mettre les échantillons. Il y en a un certain nombre, on ne peut pas dépasser. Donc, il y a des décisions dures à prendre. Comment est-ce que ces décisions se prennent, Cathy Quentin? Vous faites partie de celles et de ceux qui sont au cœur de ces décisions. Ah oui, on en parle déjà énormément, énormément. Au moment même de choisir, il y a 2 ans, le site d'atterrissage, on avait une liste d'échantillons. C'était déjà dans la balance. Mais alors, il y a une quarantaine de places, on va dire. Et autant dire que c'est extrêmement précieux. On ne va pas récolter chaque petit caillou qu'on va avoir sur le bord du chemin. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir une vision stratégique de tous les échantillons qu'on veut avoir sur la mission. Pour pas se retrouver après 3 mois et d'avoir ramassé tout ce qui traînait. Voilà, donc c'est à ça qu'on travaille aujourd'hui. Vraiment, qu'est-ce qu'on veut ramener sur Terre? Quel est l'échantillon indispensable, unique, qu'il faudra aller ramener? Et on travaille sur la traverse du rover pour aller échantillonner ou tel caillou. Donc on y travaille d'ores et déjà, alors que Persévérance n'est pas encore sur Mars. Et alors, ça se prend de quelle manière, ce genre de décision? C'est avec qui? Alors, il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent sur cette mission. Il y a plusieurs centaines de personnes. Donc, tous les scientifiques de la mission. J'ai compris 200 scientifiques, non? Oui, voilà, de par le monde. Il y a beaucoup d'Américains. C'est une mission américaine. Et donc, toutes les discussions scientifiques, tous les scientifiques qui sont conviés. Après, il y a aussi un espèce de micro-groupe qui est dédié au retour d'échantillons. Et puis, ce sont des spécialistes souvent des géologues terrestres, spécialistes, par exemple, de la vie extrême, de cailloux qui ont enregistré la vie extrême, etc. Et ces personnes-là, dirigent un petit peu ces discussions sur quel échantillon ramener, où aller, où emmener Persévérance pour qu'il loupe rien sur son trajet. Alors, on vous demande si on peut dater les échantillons avec le carbone 14. C'est Alliance 747 qui pose la question. C'est une bonne question. Mais le carbone 14, alors il y a différentes méthodes de datation. Le carbone 14, c'est pour des événements plutôt très récents. Et là, on s'attend à des Très récents, c'est-à-dire quoi? Des dizaines de milliers d'années? Oui, de cet ordre-là. C'est plutôt pour dater Jésus-Christ dans l'ordre de quelques grandeur. milliers d'années quand même. Parce que là, on est à quelques milliards d'années. Milliards. On est au-delà de 4 milliards d'années quand même. Oui. Surtout, il faut une référence. Le problème, c'est que le carbone 14, on a une très bonne référence sur Terre, puisque on fait la différence entre. Pour rappeler le principe de la datation au carbone 14, donc le carbone 14 est un produit radioactif qui disparaît. Donc, il y a une teneur normale que l'on considère constante en carbone 14 sur Terre, et quand c'est réuni dans un élément vivant qu'il a intégré, c'est là, c'est présent. Et puis, forcément, ça ne peut que diminuer. Donc, c'est la différence entre ce que le carbone 14 contenu dans l'objet que l'on observe par rapport à la référence extérieure que l'on a, qu'on est capable de faire une différence et de dire, voilà, ça date de temps, etc.
Sur Mars, les références, elle est moins évidente, d'autant plus que si jamais c'était intégré dans quelque chose de vivant, on n'en connaît pas du tout le métabolisme, la rapidité, etc. Et donc, ce n'est pas forcément l'indicateur le plus judicieux qu'on puisse utiliser. Donc, ce serait pour dater des éléments qui ont été vivants, hein. C'est fait pour dater des éléments qui ont été vivants, c'est fait uniquement pour ça. Bon, beaucoup les végétaux, bien entendu, mais aussi des restes animaux, des fossiles, anciens, pas fossilisés, parce que le carbone est parti quand c'est fossile. Et donc voilà, essentiellement, c'est pour ça. Et pour des choses qui sont relativement récentes, qui sont Alors, dans le domaine historique. Alors, comment est-ce qu'on date alors, puisque ce n'est pas le carbone 14, si on a envie de dater? C'est des isotopes radioactifs. Ça va être l'uranium, le plomb, ce genre de composés. Je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une grande chimiste. Le potassium 40, il y a tout un tas de... Il y a tout un... Donc, on compare des teneurs en différents isotopes, c'est ça? C'est en différentes formes de molécules, c'est bien ça? Alors, en fait, ces isotopes radioactifs, ils se désintègrent et un père donne un élément fils. Et c'est quelque chose qui se produit relativement régulièrement à une constante de temps qu'on connaît. Donc, en mesurant le rapport entre le père et le fils, on a la durée. Voilà. C'est un problème complexe. Il y a des centaines de personnes qui travaillent là-dessus. À Lyon, à l'ENS, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. À Nancy aussi. Donc, c'est vraiment une science à part entière, cette science de la datation. Ça va être votre problème de dater les échantillons que vous avez? On va chercher à le faire? Ah oui, clairement, c'est un des gros objectifs du retour d'échantillons, c'est pouvoir donner des âges à des cailloux martiens, parce que pour l'instant, on a un âge très approximatif de la surface de Mars. Ce qu'on utilise, ce sont les échantillons lunaires qui nous ont donné un âge absolu, qu'on a fait corréler à des densités de cratères d'impact sur la Lune, et c'est comme ça qu'on estime les âges sur Mars, par exemple. Alors, on va répéter ça, mais lentement, parce qu'il faut peut-être faire le lien quand même avec la quantité de cratères d'impact, tout le monde ne connaît pas. Oui, alors bon, en planétologie, quand on veut dater une surface, en fait, une surface on va regarder son temps d'exposition au bombardement météoritique. Et le nombre de cratères d'impact nous donne une information qualitative là-dessus. C'est-à-dire que plus ma surface est cratérisée, plus elle est restée longtemps intacte. Et voilà, exactement. Et plus elle est vieille, et à l'inverse, donc une surface qui aura peu de cratères, elle sera jeune. Et cette comme ça datation relative, elle a pu être calibrée sur la Lune avec quelques échantillons. Parce qu'on voit le nombre de cratères sur la Lune, et en même temps, on a pu aller sur place et dater très précisément certaines roches. Exactement. Donc, on a fait calibrer un nombre de cratères à des âges absolus. Et puis après ça, on a extrapolé aux autres corps du système solaire, en partie Mars. Donc, il y a encore une grande incertitude. Sur les âges qu'on donne, on dit que le site de Persévérance a 4 milliards d'années. En vrai, il y a quand même une vraie incertitude sur cet âge. Alors, j'aimerais bien, on a des images à vous montrer, peut-être pas de vidéo parce qu'on a peut-être un petit problème technique, mais en tout cas, on va vous montrer des images. Et je voudrais déjà qu'on montre ces images. Alors, attendez, voilà, c'est ça. Si on peut montrer la diapositive numéro 8, Mathilde. C'est une diapositive qui est intéressante. Ah oui, non, c'est pas du tout ça que je voulais, Mathilde, excuse-moi. C'est la numéro 4. Donc, comme ça, c'est fait. Alors, Cathy, j'espère que vous avez pu imprimer notre document. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez commenter cette diapositive numéro 4? On voit Viking, Phoenix, Pathfinder et on voit un carré. Oui, où est le site d'atterrissage de Persévérance. En fait, cette image, c'est un planisphère de Mars où les couleurs représentent la topographie. C'est la même chose que j'ai derrière. Oui, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est la même que celle que vous avez derrière. Alors, bon, les terrains bleus, c'est les terrains bas, et puis les terrains rougeâtres sont plus hauts. Donc, c'est l'altitude qu'on voit avec le bleu en bas et le rouge en haut, ok? Exactement. Et vous avez localisé. C'est quoi la différence d'altitude, à votre avis, là, entre l'un et l'autre? Il y a un énorme écart dans les endroits qui sont bleus. Dans la partie au nord, ça peut aller jusqu'à moins 4000 mètres. Et puis, le sommet de l'Olympus Mons fait 21 000. Voilà, il est à plus de 20 km de haut. Pardon. Ouais, ce qui est des altitudes qu'on ne connaît pas sur Terre, évidemment. Alors, si vous regardez bien ça, cette image, vous voyez la différence entre les terrains où il y a plein de trous et les terrains où il n'y a pas beaucoup de trous. Ouais, donc, c'est très simple, c'est comme la peau, d'accord?
Quand c'est ridé, c'est vieux. Quand c'est cratérisé, c'est vieux. Quand c'est lisse comme une peau de bébé, c'est jeune. Et c'est vrai pour tous les corps du système solaire. Très bien. Et les corps au sens large. Et les corps, tous les corps du système solaire. Nous y sommes. D'accord, j'ai compris. Donc nous, on est près de l'équateur hein, là. Et alors, on va aller à la diapositive numéro 9. Diapositive numéro 9. Oui. Oui, voilà. Alors, c'est l'endroit où va aller atterrir Persévérance s'appelle le cratère G0. Et ce cratère G0, Alors, G0, il faut bien comprendre, ce n'est pas G avec un 0, c'est G0, J-E-Z-E-R-O. Voilà. J'ai vu que G0, ça voulait dire lac en croate, en tchèque et en une troisième langue. C'est ça. C'est même une ville du coup de Bosnie-Herzégovine. C'est ça, que je ne dise pas de bêtises. D'accord. Effectivement, ça veut dire lac. Et c'est sur la bordure, comme vous voyez, un énorme trou bleu d'un énorme bassin d'impact. Et ça, on pourra en rediscuter. Un bassin d'impact, ça veut dire qu'il y a eu une énorme météorite qui est tombée là. Exactement. Et ce bassin d'impact s'appelle Isidis. Il est gigantesque. La météorite, elle devait avoir genre, de la taille de l'ordre de 100 km, un bolide de plus de 100 km. Wow. Et c'est exactement le même genre de bombardement très intense qu'il y a pu avoir sur la Lune. Quand vous regardez la Lune, on voit ce qu'on appelle les mers lunaires. C'est pareil, c'est des grands bassins d'impact très, très grands, du même type que celui-là, Isidis. Et le cratère G0, qui est venu après par-dessus, plus tard, il est beaucoup plus petit. Et il est sur la bordure de ce bassin d'impact géant. Alors là, il faut vraiment se rapprocher de son écran hein, pour voir le tout petit cratère G0. On va aller à l'image numéro 10. Oui, juste alors, après. Alors ce cratère d'impact, ce bassin d'impact d'Isidis monstrueux, on pense que dans ces cas-là, ce qui se passe quand un bolide percute la surface d'une planète, il fragmente absolument tout de là où il a impacté, ce qui forme des éjections de cailloux, de blocs, si vous voulez, de différentes tailles, et qui viennent se redéposer avec une partie de roche d'ailleurs fondue. Et c'est ce qu'on va appeler, en langage géologique, des brèches d'impact. Les brèches d'impact, ce sont ces cailloux qui ont été éjectés à l'occasion de l'impact et qui sont retombés plus loin, notamment sur les bords du cratère. Exactement, et qui ont été mélangés avec de la roche fondue. Donc ça forme une espèce de roche dans lequel on a des gros grains dedans, des gros blocs. Et là, comme Isidis, c'est un impact géant, eh ben, on voit sur les images depuis l'orbite, dans la zone de G0 où va aller Persévérance, des méga blocs comme ça, de plus de 100 km de large. 100 mètres. Ah oui, pardon, 100 mètres. Oui, je ne pas dire 100 mètres de large et qui sont ces fragments, ces gros fragments qui ont été éjectés au moment de l'impact d'Isidis. Et donc, c'est ce qu'on voit là en noir et blanc, c'est ça, sur notre image numéro 10. Oui. Donc, à droite, l'image en noir et blanc, qu'est-ce que c'est? C'est vu du haut, c'est un énorme bloc, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un bloc c'est un zoom sur un des blocs de ces méga brèches. Qui apparemment a l'air de faire 200 mètres ou quelque chose comme ça, quoi. Avec un morceau fracturé en bas, on voit Ah oui. On voit la poursuite des stratifications, je pense que c'est ça. Oui, en plus, c'est stratifié, on voit des traits à l'intérieur du bloc. Alors ça, c'est intéressant parce que toutes les roches stratifiées ne sont pas nécessairement des sédiments, mais les sédiments sont souvent stratifiés. Les sédiments, c'est ces roches qui se déposent au fond d'un lac, au fond d'une mer. Ce sont des minéraux qui se déposent au fond d'un lac, au fond d'une mer, et qui finissent par constituer des couches. Oui, ça peut être des minéraux, de la matière, et qui forment des couches qui, avec le temps, s'empilent. Et puis, c'est des milieux extrêmement favorables à la conservation de la matière organique. Pour ça que les sédiments sont très recherchés. Pardon. Maintenant, on va faire un zoom sur le cratère G0. On va aller avec l'image suivante, qui est l'image 11. Elle est magnifique, cette image. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que ça représente au juste? Alors, c'est l'entrée du cratère G0. C'est vraiment là où va aller se poser Persévérance. On voit de gauche à droite une espèce de vallée qui rentre dans
qui rentre dans le cratère G0 et on voit une zone. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cratère G0, ce n'est pas le cercle qui est au centre, mais le cratère, là, on a vraiment fait un énorme zoom sur G0, sur ce cratère. Et ce qu'on voit à gauche, les espèces de montagnes, ça, c'est le bord de G0. Donc, ce n'est qu'un petit bout de G0 qu'on est en train de voir là sur cette image. Et donc, on voit bien effectivement en haut à gauche, il y a des choses qui ont coulé et qui ont coulé vers le bas. Ça fait comme une espèce de rivière, de fleuve, et puis on a l'impression qu'il y a des dépôts, c'est ça? Exactement. Vous voyez cette forme un peu en divergente, en pas de doigt quelque part. Ça, c'est ce qu'on appelle un delta. C'est ce qui se dépose sous une tranche d'eau quand la rivière apporte des cailloux. Elle apporte, elle charge. Elle a une charge. Elle apporte du matériel qui se dépose quand il arrive dans un lac ou dans une rivière. Donc ça, c'est ça qu'on appelle des sédiments. Exactement. D'accord. Michel, cette image, elle doit vous inspirer? Oui, parce que c'est là que c'est normal. Enfin, c'est là que l'on pense que peuvent, disons, évoluer, se développer des formes de vie ou que se peut se produire une chimie prébiotique qui pourrait mener vers une forme de vie. Il faut pas. Pour l'instant, on n'a rien trouvé, hein, mais s'il y a un endroit où chercher, c'est là qu'il faut aller chercher. C'est pas dans des basaltes, pas dans quelque chose qui vient de sortir d'un volcan ou qui est resté tel quel, etc. Donc ça, c'est des roches volcaniques. Hein. C'est des roches volcaniques. Hein, c'est grosso modo, c'est la lave qui s'est solidifiée, qui est tombée par terre et qui est devenue. Donc là, il a fait très chaud et donc c'est pas la peine de chercher. Il y a rien. Au départ, il y a rien dedans. Voilà. Et en tout cas, mais là, c'est vraiment l'endroit de rêve, je dirais, pour pour les géologues d'une part, parce que dans ces poussières, dans ces accumulations, il y a bien sûr l'histoire de la planète, mais c'est là aussi qu'on a l'histoire chimique de la planète et éventuellement l'histoire des produits organiques, donc de ces composés organiques qui contiennent du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et d'autres choses, qui pourraient, pour certains, être éventuellement d'origine biologique. Et c'est là-dedans qu'ils ont des chances d'être conservés. Donc voilà, donc c'est vraiment l'endroit. Alors le problème, c'est que là, on le voit, on a fait un gros zoom, mais il fait quand même déjà quelques dizaines de kilomètres, là, cette image. Oui. Et donc, il va falloir savoir où aller. Et c'est là que on compte sur nos géologues et sur Coty-Quentin pour choisir les meilleurs endroits possibles pour aller chercher les cailloux les plus intéressants possibles. Alors, Coty-Quentin, donc c'est un endroit extrêmement particulier. On a bien compris que ce qu'on voit là, les montagnes à gauche, ce n'est que le bord d'un cratère gigantesque. Hein. On a vraiment fait un zoom à l'intérieur du cratère pour bien montrer ce delta, bien montrer cette coulure, ce fleuve qui a coulé. On ne sait pas pendant combien de temps. Hein. C'est une vraie incertitude. C'est une vraie incertitude. Okay. En tout cas, il y a pas mal de matière, hein, on a l'impression, qui a été déposée. Et Michel Vizot, à l'instant même, disait, mais ça, c'est l'endroit de rêve. Donc, un delta comme ça, c'est un endroit de rêve parce que là, la vie a pu particulièrement apparaître parce qu'il y a eu un apport de matière carbonée en permanence, enfin, où on peut espérer pendant des milliers d'années ou davantage, ou des millions ou des centaines de milliers d'années même. Alors, quand on cherche un site d'atterrissage pour ces missions dites d'exobiologie, il y a une espèce de deux communautés qui vont s'affronter. La communauté des formes du relief qui, effectivement, vont chercher ce genre de forme comme un delta. Parce qu'un delta, il y a eu un énorme bassin versant en amont, où il y a probablement peut-être eu de la pluie, quelque chose comme ça, et qui converge vers un point et on dépose au niveau de ce delta. Ça veut dire qu'on fait converger et qu'on va concentrer si matière organique il y a. En tout cas sur Terre, dans les deltas, on concentre la matière organique. Et il y a une seconde communauté qui, elle, va chercher des traces dans la minéralogie. C'est-à-dire que c'est bien ça. Hein. Sur Terre, la matière organique, donc c'est la matière carbonée qui constitue la vie. Sur Terre, on voit qu'il y a beaucoup de matière carbonée dans ces deltas. Donc c'est ça qui nous donne envie d'aller voir là en particulier. Oui, c'est des endroits où on concentre. Après, en même temps, la matière carbonée est partout sur Terre, mais elle est concentrée dans les dépôts deltaïques. Alors, on vous demande si ce que représentent les couleurs. Alors, c'était donc la deuxième communauté, c'est celle qui cherche des indices de tout ça dans la minéralogie. Et c'est ça qui est représenté par les couleurs, si vous voulez. Ça va être la diversité minéralogique. Je ne vous expliquerai pas en détail comment on obtient ces couleurs, mais imaginez, c'est des fausses couleurs. En vert, ce sont des carbonates, donc des minéraux avec du carbone dedans. Vous voyez en orange, jaune, ça va être de l'olivine, qui là, lui, est un minéral qui n'a pas été modifié par l'eau, un minéral qu'on trouve plutôt dans des
voilà, dans des roches volcaniques par exemple. Et vous avez en bleuté plus des roches qui ont un petit peu de l'eau dans les structures, mais voilà, plutôt des argiles. Et en fait, c'est un endroit, G0, qui a une grande diversité minéralogique et qui est assez unique sur Mars. Et le fait d'avoir à la fois un delta et en plus plusieurs types de roches différentes et de minéraux différents accessibles par le rover, c'est ce qui fait que c'était parfait pour une mission de retour d'échantillons. Et pourtant, Cathy, vous m'avez dit, je ne suis pas fan des cratères d'impact pour aller chercher, enfin, voilà, pour aller s'intéresser justement, rechercher la vie, en apprendre plus sur l'histoire de la planète Mars. Oui, je ne suis pas une grande fan, surtout pour une mission de retour d'échantillons. En fait. Parce qu'un cratère d'impact, comme on m'a expliqué, il se produit un temps T, paf, il fait une cuvette. Et donc, c'est géographiquement quelque chose qui est fermé et isolé des autres environnements. Donc, c'est un puits dans l'espace et dans le temps. Et ça nous coupe aussi de l'histoire. Alors, dans l'espace, j'ai compris. Pourquoi dans le temps ? Parce qu'on a l'histoire, dans le cratère, on a l'histoire postérieure à la formation du cratère. On n'a pas l'histoire avant. Alors, dans G0, enfin moi j'espère qu'on sortira assez vite de G0, en tout cas, parce qu'à l'extérieur de G0, on a accès à toute l'histoire avant ce cratère, et que je pense que pour une mission de retour d'échantillons, il faut absolument qu'on aille échantillonner toute l'histoire avant G0, et c'est notamment à l'extérieur de G0 qu'on peut voir ces méga brèches et qu'on peut apprendre des choses sur cet impact géant d'Isidis. Donc, si j'ai bien compris, en allant dans G0, on va avoir accès à énormément de diversité de minéraux, ça va être extraordinairement riche, mais tout ça, en fait, ce sont des minéraux qui ont été amenés au cours du temps par cette espèce de fleuve, et on ne saura pas forcément à quelle époque c'est arrivé, dans quelles conditions, on n'aura pas le contexte, finalement. Et donc, si vous voulez, donc c'est très intéressant en soi, mais il manque le contexte, et vous voulez vous sortir pour aller voir les choses sur place, in situ, quoi, si je peux dire. Exactement. Ouais, d'accord. Exactement. Après, c'est un peu long. Alors, si vous avez je peux donner le numéro de la diapositive si on parle de sortir de G0. Alors, on va y revenir après. On va voir ce qu'on va faire quand on va sortir de G0, effectivement. Il y a Mehdi qui voudrait nous dire un petit mot. On a envoyé un rover sur la lune Apollo, ça c'était hier. Des microgrammes qu'on va scruter pendant des dizaines d'années. Plus c'est petit, plus faut du lourd. Un synchrotron, les poussières, elles en font le tour. Et puis elles commencent à parler. Pour détecter les traces de la vie, faut du carbone, mais pas des copies. Copie carbone, ça c'est précieux. Des cartes de Mars au bout des cieux. Un microgroupe pour des microgrammes. Qui discute fort, parfois ça fait des drames. Tourne à droite, non, va tout droit. Moi je préfère aller par là. Ce qui prouve qu'avec nos belles fusées, on envoie aussi un peu de notre humanité. Nos petits défauts et nos disputes. Y a de quoi se gratter l'occiput. Est-ce qu'on a besoin de carbone 14 pour dater nos désaccords et nos divorces? Accordons-nous avant février. On cherchera dans le delta de l'olivine, c'est assez verdâtre. Moi je suis pas fan des cratères d'impact. C'est un peu une histoire sans artefact. Merci Mehdi. Mehdi alors disait voilà, plus c'est petit, plus il faut du lourd. Donc voilà, c'est tout à fait résumé pourquoi il faut envoyer ces échantillons sur Terre. Il disait aussi ça fait des drames, les discussions, ça fait des drames, Cathy Quentin.
Donc, vous êtes 200 chercheurs, hein. Vous avez des discussions 2 fois par semaine. Alors, je ne sais pas si c'est en visio ou Ah bah oui. ouais, c'est ça, en visio. Et il y a un peu des drames où il faut jouer des coudes pour faire valoir ses idées. Non, pour l'instant, tout va bien. On n'est pas encore sur Mars. Bon, alors tout va bien. Mais je sais que ce sera. Voilà, je me doute que. On a fait un exercice il y a 2 semaines où on avait un scénario pendant une semaine. On faisait semblant de piloter le rover. Et il y avait comme exercice où à la fin de la semaine, on devait décider ou non de récolter l'échantillon à tel endroit. Mais oui, c'est vrai que ça fait peur, les avis des uns, des autres. Personne n'a le même avis. Comment trancher? Sur quelle base? Avons-nous bien fait? Etc. Oui, c'était amusant. Michel, comment est-ce qu'on tranche alors? Vous, le Dans le patron de vif du l'exobiologie sujet, au alors CNES. d'abord, c'est pas moi qui trancherai, ça c'est certain. Mais disons que dans toutes ces missions, puisqu'on a quand même une expérience de la gestion des missions, d'une mission internationale et de des missions, par exemple, avec Curiosity, hein, qui depuis maintenant, donc 2012, est en fonction sur Mars. Une fois une semaine sur deux, à Toulouse, il y a des ingénieurs et des scientifiques qui discutent pour savoir si on va à droite, si on va à gauche, si on fait un trou ici, si on fait un prélèvement pour faire une analyse, etc. Donc, les échantillons, c'est un échelon au-dessus de ça, mais il y a déjà ce genre de discussion et petit à petit, on arrive à des consensus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont brimés à un moment ou un autre, qu'il n'y a pas des gens qui sont déçus. Mais le fonctionnement maintenant est relativement bien rodé, je dirais, et petit à petit, on arrive à élaborer un consensus qui n'est pas forcément un unanimisme, mais où les gens disent, bon, il y a des arguments scientifiques, c'est pas je t'aime moi non plus, c'est quand même des choses qui se fondent sur un argumentaire. Le drame, ça sera quand il faudra choisir le dernier tube à prendre, parce qu'on va pouvoir remplir 41 tubes et on peut en ramener 33 ou 36. Donc 33 tubes réels. Il y aura des blancs en plus. Donc les 33 tubes. Et là, c'est là qu'il va, au moment du retour d'échantillons, quand on va aller les récupérer déjà, lequel on prend, lequel je laisse. Et là, je crois qu'il faudra revenir sur les histoires, toutes les discussions qui ont eu lieu pendant les opérations. Mais 4-5 ans après, il faudra revenir sur ces discussions et dire est-ce que celui-là est vraiment intéressant? Et là, ça sera très amusant à suivre. Alors, on a plusieurs questions là, qui nous sont posées. Est-ce qu'on peut essayer d'y répondre? Il y a 4 questions là. On essaie d'y répondre assez rapidement, Cathy et Michel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de pollution bactérienne quand on envoie un rover sur un site où se trouve probablement la vie? C'est Nicolas qui pose la question. Je laisse Michel, ouais, voilà. Michel. Alors, le risque des zéros n'existe pas, mais juste pour résumer, les rovers, tous les instruments qui sont envoyés sur Mars et tous les engins qui sont envoyés sur Mars sont d'une propreté incroyable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a peut-être quelques spores bactériennes et formes dormantes de bactéries qui sont présentes, mais en l'absence d'eau liquide, elles ne pourront pas se développer. Et donc, le risque est minimisé au maximum. Il n'est pas nul, mais il est vraiment très très faible. Deuxièmement, si jamais on ramenait des échantillons qu'on aurait amenés avec soi là-bas et qu'on les rapporte sur Terre, on saurait les distinguer parce qu'il y a quand même très très peu de chances pour que les composés chimiques martiens soient identiques, semblables, peut-être et probablement, mais identiques aux produits chimiques, aux composés chimiques de la vie. Le problème, c'est effectivement polluer Mars avec de la vie terrestre, mais aussi la ramener sur Terre en disant que c'est de la vie martienne. Ces risques sont pris en compte par la protection planétaire, le COSPAR, par le traité de l'espace, et donc il y a énormément de travail qui est fait, et c'est plus propre que c'est plus propre qu'un instrument de chirurgie. D'accord. C'est plus propre qu'un instrument de chirurgie. Voilà, moi je trouve ça c'est une bonne façon de présenter les choses. Et vous êtes même le représentant de la France à ce comité du COSPAR. Autre question, quel régime juridique s'agissant de l'appropriation et de la future exploitation des ressources issues de corps célestes? C'est Maglone qui pose la question. Parce qu'en fait, c'est vrai, on rapporte des échantillons qui ne nous appartiennent pas. Je ne sais pas à qui ils appartiennent d'ailleurs. Martien.
Alors, attendez, il y a deux choses différentes. Je ne pense pas qu'on puisse traiter ce sujet ici. C'est un sujet d'un mardi de l'espace, même de plusieurs mardis de l'espace, les uns derrière les autres, surtout qu'il y a des évolutions actuellement. On en a parlé Donc, on ne déjà. peut pas parler de tout ça actuellement. En ce qui concerne les échantillons proprement dit, ces échantillons sont considérés par les Américains qui les rapportent comme étant un bien de l'humanité dont ils ont la garde. La responsabilité. La garde, comme des... Voilà. D'accord. Ce sont les gardiens et ils n'ont pas de prix, ils n'ont pas de valeur, ils ne sont pas commercialisables, ils ne sont pas assurables. J'ai eu des aventures à ce sujet d'ailleurs assez amusantes il y a quelques années avec des échantillons lunaires. Donc voilà, ils sont la propriété de l'humanité et le gardien, le bon berger qui s'en occupe, c'est celui qui les rapporte. Et donc, dans le cas échéant, ce seront les Américains. Donc ça, et les Européens. Oui, je vous en prie. Et les Européens qui participent à cette mission. Les Européens sont partie prenante en tant que partenaire significatif, potentialisateur de la mission de retour d'échantillons. Donc, ça sera une co-gestion de ces échantillons. D'accord. Si jamais il y avait des fossiles de bactéries ou d'organismes quelconques sur Mars, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les radiations aient déjà tout détruit? C'est Erreur 418 qui pose la question. Oui, c'est une vraie bonne question. Oui, en absence de champ magnétique, la surface de Mars est irradiée. Et on a très peur de ça, qu'effectivement, il pourrait y avoir eu des traces de vie fossiles et que la matière organique ait été détruite à la surface. On a quand même une bonne nouvelle dans G0, c'est que c'est un endroit où il y a visiblement eu beaucoup d'érosion. Donc on pense que progressivement, les roches ont pu être mises à l'affleurement régulièrement et qu'elles n'ont pas été exposées trop longtemps aux radiations. Mais c'est quand même un problème. C'est pour ça que la mission ExoMars, dont on parlera peut-être tout à l'heure, a un système de forage pour aller jusqu'à moins 2 mètres, mais on ne sait même pas si moins 2 mètres, c'est suffisant. Voilà, c'est un grand inconnu. On fore quand même à quoi? C'est des forages qui font une dizaine de centimètres de profondeur. Mais là, c'est vrai que des radiations, on a été irradié pendant plus de 4 milliards d'années, là. C'est vrai pour les fossiles chimiques. Par contre, il peut y avoir ce qu'on appelle des micro... Si jamais... Alors, quand on parle de fossiles, c'est un terme très général, très générique. Il y a des fossiles chimiques qui seraient des molécules ou des molécules filles, des molécules organiques qui seraient significatives de la vie et qui auraient résisté au temps et aux radiations. Et puis, il peut y avoir, alors là, ça se donnera dû à des discussions énormes, parce qu'il y a déjà des discussions sur Terre, sur des fossiles terrestres, à des microfossiles, donc des organismes genre bactériens, donc des micro-organismes qui se sont fossilisés, c'est-à-dire que leur matière organique a été remplacée par de la silice, du sable, ou par un carbonate, éventuellement. Et là, on a quelque chose, un caillou. Donc le caillou, lui, on va le reconnaître à la forme qu'il a. Alors la forme, ce n'est pas suffisant. Il y aura des dizaines et des centaines de débats autour de ça. Si jamais on en trouve, il y aura des débats autour de ça. Mais là, par contre, c'est beaucoup moins sensible aux radiations, puisque on aura une forme. On n'est pas aux mêmes échelles. Dans un cas, ce sont des molécules. Là, c'est carrément un micro-organisme. Alors, c'est un micro-organisme. Alors, pas gros comme ça, un micro-organisme, c'est quand même tout petit. Je veux dire, ça se voit qu'au microscope, voire même au microscope électronique. On va dire au microscope d'une façon générale. Oui, c'est pas un os de dinosaure. Un os de dinosaure, mais il craint pas les radiations. Un microfossile, il craint pas plus les radiations qu'un os de dinosaure. Mais sur Mars, on a quand même peu de chances de trouver un os de dinosaure. D'accord. Dernière question, est-ce que vous avez des nouvelles de Beagle 2? Donc, c'est cet appareil européen, ou britannique même plutôt, qui était censé se poser et puis qui n'a pas donné de nouvelles. Et puis, on a revu des images de Beagle 2. Oui, il a atterri, il va bien, il a atterri avec succès, simplement, il n'a pas déployé tous ses panneaux solaires. Voilà. Donc, on a appris plusieurs années après que finalement, ce qu'on croyait avoir été un échec était finalement un succès d'atterrissage. Il ne s'est pas écrasé au sol. Non. Voilà. Alors, je voudrais qu'on poursuive quand même en allant voir l'image numéro 13, Mathilde. Donc, elle est intéressante. On va voir un petit peu de plus près à quoi ressemblent tous ces systèmes de forage. Donc, l'image numéro 13 le montre. Qu'est-ce qu'on voit exactement? Ça, c'est le forêt, justement, n'est-ce pas, Quentin? Oui, c'est ça. C'est le système de forage qui est en train d'être testé, j'imagine, au JPL.
aux Très bien. États-Unis. Mais peut-être tu peux plus commenter, toi, Michel, si tu vois. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est le système qui va, après le forage, qui va prendre le tube pour le sceller. C'est un système qui a sous le rover. Donc, alors, il faut refaire l'histoire, hein. Donc, le forage fait que l'échantillon rentre directement dans un tube. Et ce tube, il doit être scellé de façon hermétique. Donc, Est-ce qu'on peut le montrer? Je vais me permettre de t'interrompre. Allons à l'image numéro 14. On va voir le tube en question. Voilà, À donc, quoi ressemblent les tubes qui récupèrent donc les échantillons en marron là, dans l'image de droite. voilà, donc l'échantillon, il est beau, il est parfaitement tenu, etc. Et donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est marqué seal, donc qui est la fermeture scellée de ce système. Et il y a un système qui est sous le véhicule pour assurer un scellement et une étanchéité du système total. Et donc, ce que l'on voit, c'est le système qui amène, si on revient à l'image précédente, ce qu'on voit dépasser, c'est probablement le bord du tube, j'ai l'impression, et c'est ça qui va être scellé à l'intérieur. Voilà. Un mot sur l'image 14, Cathy. Donc, ces tubes, ils sont en titane. Hein, je vois que c'est du titane. Oui, et bon, ce qui pourrait surprendre les personnes qui regardent, c'est à quel point c'est tout petit, quoi. Qu'on va vraiment prendre qu'un tout petit, vraiment des tout petits échantillons, et on va revenir avec ces petits crayons. On va aller avec beaucoup d'ingéniosité tenter d'aller récupérer ces petits crayons qu'on aura déposés dans G0. Et donc, ça fait le diamètre, c'est 1 centimètre, hein, le diamètre du seau. Oui. Pardon, Ouais, pas du seau, de l'échantillon. Voilà, de l'échantillon. Ouais. Voilà. Chaque échantillon de roche fera entre 25 et 35 grammes s'il est plein, à peu près l'ordre de grandeur. Donc 30 échantillons, vous voyez, ça fait 30 fois 25 grammes, on est à 700, 800 grammes de sol martien à peu près. Donc on ne va pas ramener des tonnes, hein, c'est quand même pas. Mais avec ces 800 grammes, il y a de quoi satisfaire au moins 15 000 chercheurs. Hein. 15 000 chercheurs. Ça va être la science des futures générations de martiens, clairement. On va sauter l'image 15, Mathilde, pour aller tout de suite à l'image 16, qui, à mon avis, est plus récente. Donc, on voit effectivement ce tube, et puis le conteneur dans lequel, alors c'est pas le conteneur lui-même, parce que on voit bien qu'il est transparent, etc., mais ça permet de donner une idée de ce à quoi, comment tout ça va être architecturé, le conteneur qui va justement contenir tous ces tubes. Cathy Quentin? Voilà, une petite boîte. Donc, c'est ça qu'il faudra aller chercher. Une énorme mission pour aller chercher une toute petite boîte. Donc, autant dire qu'effectivement, chacun de ces échantillons sera extrêmement précieux à sélectionner. Voilà. Alors, moi, j'ai compté, j'en trouve que 31 quand même. Alors, j'ai vu 36 écrit quelque part, mais voilà. Donc, j'avais en tête 31 et bon, là, j'en vois 31. Voilà, c'est tout à fait, c'est ça, ce qu'on appelle l'orbiting sample container, donc qui va être envoyé en orbite et qui va être récupéré. C'est ça qui va être récupéré. C'est pas plus gros que ça. C'est ça exactement qui va être récupéré par le satellite européen qu'on appelle donc ERO, Earth Return Orbiter, et donc qui sera lancé en 2026 ou 2028. Il y a encore des débats actuellement à ce sujet. Alors, si on retourne à l'image numéro 12 qu'on a sautée, est-ce que vous pouvez nous la commenter, Cathy? Qu'est-ce que vous attendez? Donc, vous avez parlé d'olivine, ce genre de choses-là. Dans l'idéal, qu'est-ce que vous aimeriez trouver là dans cette… Voilà, c'est une carte dite géologique simplifiée. Alors, chaque couleur va nous montrer, on va dire, un type de roche particulier. Donc là, idéalement… Donc on reconnaît bien sûr notre delta. Hein, voilà, sûr. En bleu foncé. Vous voyez en marron ce qu'il y avait les montagnes tout à l'heure, ça c'est le rempart du cratère. Vous voyez en vert donc les roches qui sont riches en carbonate, dont on se demande, certaines personnes dans l'équipe, ce n'est pas forcément unanime, mais pensent que c'est peut-être des dépôts de bord de lac. Bon, pourquoi pas. Il y a ce que vous voyez qui est plutôt sur la droite, qui est en grisé. On se demande si ça, c'est pas une coulée de lave tardive. Peut-être pas, mais en tout cas, ce sera probablement à échantillonner. Vous avez en rouge les endroits où il y a de l'olivine. Alors, je peux peut-être reparler de l'olivine un peu après, mais après, vous avez aussi ce delta en bleu. Et il y a une zone de bordure aussi, ici en rose, où il y a d'autres minéraux. L'idéal, c'est d'avoir un échantillon de chaque. Ah, d'accord. Voilà. Mais alors, quelles sont les distances, là? Vous avez une idée?
Oui, là, c'est plusieurs kilomètres. L'idée, c'est que d'arriver, les scénarios sur lesquels on travaille aujourd'hui, ce serait d'atterrir au pied du delta, là où c'est plat, et puis d'aller faire, pendant le temps de la durée de la mission nominale, en 2 ans, d'arriver Donc, à ce l'arrière que du vous appelez au pied cratère. du delta, c'est-à-dire dans la zone marron, gris-marron, dont Voilà, vous avez dit gris. que c'était probablement une coulée de lave, c'est-à-dire que comme il y a eu de la lave, il s'est peut-être peu cratérisé, donc on peut s'y poser plus facilement. Oui, c'est relativement plat, comme c'est une coulée de lave, c'est un emplacement fluide, c'est relativement plat. Et le but du jeu étant de se poser le plus proche possible du delta, mais vraiment le premier échantillon qu'on voudra aller récupérer, c'est un échantillon de cette potentielle coulée de lave, parce qu'elle n'a pas de traces depuis l'orbite d'altération, de modification par l'eau, ce qui est très bon pour les chronomètres dont on parlait. C'est parce qu'on cherche vraiment le caillou parfait pour pouvoir dater Mars. Et les endroits où l'eau il faut calibrer. Donc, il faut un caillou dont on se dit celui-là n'a pas été modifié par des phénomènes externes. Et donc, on pourrait déterminer on pourrait le dater de façon absolue. Exactement. Et pour ça, rien de tel qu'une roche voilà, primitive, comme on l'appelle, ce qui sort des volcans typiquement. Et c'est le cas de ce qui apparaît là en gris. Et le deuxième après échantillon, ce serait cette couche à olivine. Ce que vous voyez qui affleure ici en rouge, en fait, c'est quelque chose qu'on voit dans toute la région, qui est beaucoup plus vaste que G0. Et on ne sait pas exactement quelle est son origine, mais c'est quelque chose de régional. On se demande si ce n'est pas des dépôts de cendres qui auraient barboté dans de l'eau. On ne sait pas exactement, mais ce sera probablement le deuxième échantillon avant qu'on arrive au delta. Et le but, c'est d'arriver en 2 ans, d'avoir, dans notre carrousel d'échantillons, d'avoir un échantillon des remparts du cratère. Voilà les scénarios sur lesquels on travaille. Avoir la diversité de la géologie de G0, mais ce qui inclurait, au bout des 2 ans, un échantillon du rempart du cratère. Okay, parfait. Alors, il y avait... Ah, bah vas-y, je t'en prie. Oh oui, merci. Finalement, vu depuis la Terre, c'est comment diriger un rover en aveugle, c'est flippant. C'est un peu comme cacher des croix sur une grille dans le flou, c'est brumeux. Tiens, ça me rappelle quand j'étais petit, c'était un jeu. C'était mon jeu. On faisait des croix, ça nous faisait pas peur. C'était la bataille navale, torpidant tes entrailles. Oh, oh. G0, G2, je crois que j'ai touché. L'échantillon, je suis génial. À la fin, il y a le dernier tube, le 33. Là, on sortira les apéricubes. Alléluia. On fera un apéro zoom à 15 000 chercheurs. Ça sera un record. 4 millions de dollars. L'apéro Cosmar. Cacahuètes, olivine et du caviar. Merci Mehdi. Ça saturait un petit peu, hein, mais... Oui, j'ai l'impression, ouais. Ouais, ça saturait un petit peu là, mais c'était super. Merci Mehdi. Ok, il y avait une autre question. Est-ce qu'on s'attend à des surprises par rapport au sol martien reconstitué sur Terre? C'est Ken qui pose la question. Oh oui, bah j'espère bien, oui. J'espère qu'on a une vue, et je suis sûre d'ailleurs qu'on a une vue extrêmement partielle depuis les satellites en orbite autour de Mars et qu'on sera bluffé par la réalité du terrain. Michel, il y a un satellite qui tourne, un orbiteur, un satellite qui tourne actuellement autour de Mars, qui nous renseigne sur la minéralogie de Mars vue depuis l'altitude, vue depuis l'orbite. Et il y en a plusieurs, mais l'un d'eux, c'est Mars Express. C'est un Européen. Il a été lancé en 2003 et j'ai vu qu'il fonctionne encore. C'est extraordinaire cette affaire. Tout à fait. Alors bon, il n'est pas tout neuf non plus, il n'est pas tout jeune, mais non, il fonctionne bien.
Et il continue à donner des informations scientifiques, d'une part avec Omega, il y a un canal qui ne marche pas, mais qui a découvert les argiles martiennes. Omega, c'est un instrument français. C'est un instrument notamment. Omega, donc c'est ce qu'on appelle un spectro-imageur. Alors c'est un peu compliqué, mais disons que ça fait des images dans toutes les couleurs, même celles qu'on ne voit pas, pour simplifier, donc puisqu'on va jusque dans l'infrarouge. Et donc qui fonctionne et qui a donc une moisson importante et qui continue à fonctionner pour un certain nombre de canaux. Il y a d'autre part des mesures de l'atmosphère, avec des instruments et qui mesurent notamment l'échappement martien. Et donc l'intérêt d'avoir des… L'échappement, c'est le fait que l'atmosphère, elle devrait être beaucoup plus dense. On devrait avoir une atmosphère… je ne sais pas, moi je ne peux pas dire de combien, mais disons, pour simplifier, qui serait un peu comme en pression, comme la Terre, pas avec de l'oxygène bien entendu, mais avec du gaz carbonique, etc., et de la vapeur d'eau. Or, l'eau a disparu, alors il y en a probablement dans le sous-sol, mais enfin, elle n'est pas partie avec ses petites pattes pour se cacher, donc il y en a qui est partie. On a des traces fluviatiles, on a des traces de lacs, donc cette eau, il a bien fallu qu'elle parte quelque part, et donc l'hypothèse, c'est qu'elle ait pu s'échapper dans l'espace à raison de l'absence de champ magnétique et de la faible gravité martienne. Et donc, Spica mesure en permanence ces phénomènes d'échappement. Et puis, avoir une longue durée comme ça de données, ça permet de faire des papiers et de sortir des informations intéressantes qui sont complétées par des choses nouvelles, par Maven et compagnie. Donc, et puis, il y a aussi le radar qui donne des informations sur le sous-sol. Et là, il marche encore, et j'ai vu qu'il était question que ça s'arrête au 31 décembre 2020, mais… Alors bon, il y a toujours des discussions, ça ne va pas s'arrêter aussi vite que ça, je ne pense pas en tout cas, sauf s'il n'y a plus de carburant et s'il faut le mettre dans une situation un safe mode. Mais on va le garder autant que possible, quoi. Alors pas autant, parce que vous savez… Après, c'est un problème de management au vrai sens du terme des manips spatiales, mais ça, c'est la responsabilité de l'Agence spatiale européenne qui a la gestion de ce satellite, qu'elle a fabriqué et qu'elle a envoyé. Et donc, ça coûte cher. On pense que ça ne nous coûte rien, mais si, ça coûte parce qu'il y a des antennes, il y a des gens derrière, etc. Et excusez-moi, ça coûte quelques dizaines de millions, quelques millions d'euros par an. Et donc, à un moment donné, les gens se posent la question, est-ce qu'il faut continuer ou est-ce que la science qui vient de là est encore suffisamment importante pour justifier que l'on continue? Donc, on ne fera pas d'acharnement thérapeutique, mais pour l'instant, je dirais dans les dernières années, les récoltes scientifiques de Mars Express était tout à fait honorable. Et il y a un deuxième facteur, c'est que tous les satellites qu'il y a autour de Mars ont des systèmes de communication, de télécommunication avec le sol et avec la Terre qui peuvent être échangeables. Et donc, Mars Express, ça lui arrive de relayer des données qui viennent des rovers martiens américains. Et par exemple, TGO, il y a plus de 25% des données des rovers de Curiosity qui sont relayées par le satellite européen. Donc, Curiosity, c'est le rover de la NASA qui est actuellement en fonction. Donc, on va avoir beaucoup de données qui vont venir de Mars, de la surface de Mars. On va envoyer beaucoup d'ordres vers Mars pour pouvoir justement téléguider ces deux rovers. Et donc, il faut avoir des capacités de télécommunication importantes. Et donc voilà. Donc, je dirais que l'histoire n'est pas finie encore, mais il a déjà largement dépassé sa durée de vie nominale, normale, prévue, qui était de 2 ou 3 ans maximum. Cathy voulait dire quelque chose. Oui, sur le bilan scientifique, notamment d'Omega, ce spectro-imageur qui analyse la lumière, qui se réfléchit la lumière du Soleil. Sur Mars Express, sur le satellite européen. Sur cet satellite européen, donc dans les années il était 2004. Et il y avait un instrument, le spectro-imageur, qui était construit en France, donc on peut faire un peu cocorico, et qui a donné une première vision de la minéralogie de Mars, qui a révolutionné un peu notre connaissance de Mars, et notamment montrait la région où est G0, avec les cartes d'olivine, par exemple, ou des cartes d'autres minéraux. Mais les premières cartes publiées dans les années 2005 pointaient cette région comme une des plus intéressantes de Mars. Alors, si vous nous rejoignez maintenant, je vous rappelle, en tout cas, ou je vous signale, que c'est un mardi de l'espace organisé par le CNES, l'Agence spatiale française, et on est là pour parler de Mars, pour parler de Persévérance, donc ce rover américain qui… bientôt, dans 2 mois et demi, va rouler sur
la planète Mars pour faire du retour d'échantillons, en tout cas pour récupérer des échantillons qui seront ensuite envoyés sur Terre. Alors, on a des questions. On vous parle justement de Curiosity, donc c'est le dernier rover de la NASA qui a été envoyé, qui est toujours en fonction sur Mars. Curiosity, est-ce qu'on a utilisé les données recueillies par Curiosity pour en savoir plus sur la géologie martienne et du coup pour préparer la mission Persévérance, Mars 2020. Et on vous demande aussi quelle est la différence entre Curiosity et Persévérance. Je peux y aller, hein, ouais. Ah, Non, oui. si, alors déjà, oui, on a évidemment appris beaucoup de choses avec Curiosity, là où il était allé, ce qu'on a appris de Mars, mais il y avait un petit problème, entre guillemets, avec Curiosity, c'est qu'il s'est posé dans le cratère Gale et que ce cratère est un endroit qui date, on va dire, qui est un peu plus jeune que 4 milliards d'années. Alors que c'est vraiment avant 4 milliards d'années qu'on a toutes ces traces en abondance d'eau liquide à la surface de Mars. En fait, Curiosity, il n'est pas allé voir des terrains assez anciens pour peut-être trouver des traces de vie. Donc ça, c'est une première chose qu'on a appris avec son étude. Hein. D'accord. Donc, il est arrivé dans un cratère qui est plus récent que ce qu'on imaginait, c'est ça? Oui. Et donc, à une époque où la vie, probablement, avait déjà disparu. Bah, c'est la question qu'on se pose. Ben, bon, on peut aussi discuter de Curiosity n'avait pas les moyens non plus de trouver des traces discrètes de molécules. Il a trouvé des molécules carbonées, des molécules complexes, mais il en pleut tous les jours à la surface de Mars, hein, j'ai envie de dire. Donc, c'est difficile de savoir quelle est l'origine de ces molécules. Et là, à nouveau, vous nous parlez d'un cratère pour nous dire, et j'entends à nouveau votre idée qu'un cratère, c'est peut-être pas si formidable, quoi. Pour vous, en tout cas. Oui, puis il est bien pire que G0. Le cratère est complètement fermé. Hein. Il n'a pas d'entrée, pas de sortie. Alors que. Donc, c'est un microcosme, c'est ça? Ah oui, il devait être complètement isolé. Il avait peut-être un microclimat ou quelque chose. En tout cas, il était isolé du reste de Mars. Mais ça, on le savait ou on le savait pas alors? Si on le savait, non, mais il y avait une minéralogie, il y avait des vraies raisons d'aller là-bas. Il y avait aussi un delta, des dépôts probablement lacustres. Et il a montré qu'il y avait un lac, effectivement. Mais il a probablement peut-être pas duré assez longtemps. En tout cas, ce lac, il a existé, ça c'est évident, dans Gale, mais il est probablement tardif sur toute l'histoire de Mars dont on connaît voilà, le potentiel pour l'origine de la vie. Et donc, quelle différence entre Curiosity et Persévérance? Tiens, d'ailleurs, on peut peut-être regarder l'image numéro 1, parce qu'on va voir Persévérance, qu'on n'a pas encore vue dans son entièreté, si je puis dire, l'image Persévérance. Oui. Oui, je veux bien croire que de loin, on se dise, bah alors, c'est assez similaire, mais c'était choisi. C'était voilà, fait exprès. C'était d'utiliser tout le développement qui avait été fait pour Curiosity, notamment la motricité, le système d'atterrissage, le bras articulé, la tête pivotante, etc. Tout ça a été recyclé. Mais par contre, ce n'est pas exactement les mêmes instruments. Et puis, il y a surtout ce retour d'échantillon qui est le gros objectif de Persévérance. Michel, sur la différence entre Curiosity et Persévérance qu'on voit à l'écran, donc sur l'image numéro 1. Ah, on t'entend pas, Michel. Pourquoi on t'entend pas? Pardon, je coupe le micro pour pas que ça fasse trop de bruit. Quand tu bois, oui. Il n'y a pas que quand je bois. Donc, d'abord, sur la structure elle-même, donc le châssis elle-même, il y a eu quelques améliorations, bien sûr, parce que vous savez, les ingénieurs, on ne peut jamais les laisser, ils ne vous laissent jamais tranquille, il y a toujours un petit truc à changer, etc. Mais le châssis elle-même, le système de fourniture d'énergie elle-même, le système de télécommunication est très semblable. Par contre, les roues ont été renforcées, par exemple, de façon à être beaucoup plus résistantes, puisque les roues dans le cratère Gale ont été usées par la circulation et par les cailloux extrêmement acérés qui ont réussi à faire des trous dans la tôle. Et donc ça, c'est embêtant. Par contre, c'est plus du tout les mêmes instruments. Le seul instrument un peu semblable, c'est Supercam, qui ressemble un petit peu à Chemcam. Mais Supercam, d'ailleurs. On va en reparler, on va faire tout un petit. Bon, on remarque que c'est peut-être le moment, mais j'ai prévu qu'on en parle un bon petit moment. Donc, et puis, au bout du bras, les instruments sont totalement différents, puisqu'il y a la foreuse, et puis, bien entendu, dans le corps du véhicule, il y a ce système de recueil des échantillons, de scellement des tubes, de conservation des échantillons pendant un certain temps. Donc, c'est Cathy qui pourra nous dire si c'est quelques jours ou pas.
Et d'ailleurs, il y a d'autres collègues français qui vont faire partie de ces équipes, qui viennent juste d'être pris dans les comités de la NASA et de l'ESA pour faire pour définir la stratégie qui va être mise en œuvre. Donc voilà, donc il est de loin, il ressemble, c'est une voiture, c'est pareil, mais c'est une petite voiture, hein, c'est quoi, comme une Mini, quelque chose comme ça? Ah non, quand même, il fait 1 tonne 100, donc c'est déjà une grosse voiture, c'est un SUV. Ah ouais, carrément. C'est quasiment un SUV, en tout cas. Bon, il va pas très vite, mais non, il va longtemps. Il va longtemps. Parce qu'attends, Michel, j'ai compris qu'on allait faire quelques dizaines de kilomètres en tout avec Persévérance sur plusieurs années. Alors, à ma connaissance, on se déplace au maximum en terrain plat, on fait 400 mètres par jour, et en terrain accidenté, on fait entre 0 et 250 mètres, quoi, grosso modo, par jour, parce que c'est pas téléguidé, c'est pas une petite voiture qu'on téléguide avec des manettes comme les enfants s'amusent avec les voitures électriques, c'est pas comme ça. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on va. D'abord, on ne connaît pas parfaitement le terrain. Il y a des terrains qui sont meubles, donc du sable, pour simplifier. Donc, on a peur de s'ensabler. C'est arrivé à Curiosity, c'est arrivé à Spirit. C'est un peu arrivé à Curiosity, mais il a réussi à s'en sortir. C'est arrivé à Spirit et à Opportunity, donc des petits rovers précédents qui avaient été envoyés en 2007, si je me rappelle bien. Et donc voilà, il faut faire très attention. Et puis, à chaque fois, il faut donner des ordres. Et donc, on ne peut pas faire une programmation sur plusieurs kilomètres à l'avance. Et donc, c'est tous les jours, c'est tout le travail justement des scientifiques et des ingénieurs qui se réunissent tous les soirs. Alors, en France, c'est une semaine sur 2, mais qui se réunissent tous les soirs pratiquement pour dire où est-ce qu'on va demain. Quels sont les 200 mètres qu'on va faire? Et Cathy est tout à fait dans ces équipes-là, et elle va passer de longues soirées à travailler avec ses petits camarades pour déterminer si on va 200 mètres dans ce sens-là ou 200 mètres à côté. Mais alors justement, comme c'est une mission de retour d'échantillon, la problématique sera un petit peu différente. On nous demande de penser à une stratégie où il faudra beaucoup tracer pour pouvoir aller d'un endroit où on pense qu'il faut échantillonner à un autre. C'est une mission, si on veut récolter toute la diversité qu'il y a dans le cratère et à l'extérieur du cratère, il faudra tracer. Et donc, c'est vraiment les discussions qu'on a d'ores et déjà. Pourquoi est-ce qu'il faut tracer là plus qu'avec Curiosity? Parce qu'on n'a pas d'objectif chiffré. Par exemple, on pourra en rediscuter après, mais il faut que le rover puisse déposer ses échantillons à des endroits où on peut aller les rechercher. Il faudra des endroits relativement plats et qu'il ait fini de récolter toute la diversité. Et pour ça, il y a des scénarios de mission qui proposent à peu près 30 km de trajet. Et puis pour faire ça… Au cours de toute l'existence de la vie du rover. Oui, et pour faire ça, par expérience, il ne faut pas perdre de temps sur chaque affleurement, quoi. Et voilà. Il y aura des grandes discussions. Ouais, et là, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, je reviens à cette histoire d'échantillons, de tubes, est-ce que la bonne idée, ce ne serait pas quand même de poser ces échantillons en tas, ça éviterait de faire des kilomètres et des kilomètres pour les récupérer? C'est la grande question. On sait encore pas. Je crois qu'ils se sont gardés toutes les options. Est-ce que on fait le petit pousset et dès qu'on en a un, on le pose? Parce que se pose le problème si jamais le rover tombe en rade. Qu'est-ce qu'on fait avec ces échantillons gardés? Ils seront à l'intérieur, on ne pourra pas les récupérer. Ouais. Ouais. Donc il faut bien les libérer de temps en temps. Ouais, alors donc il fait le petit pousset. Ou alors, il dépose à 2-3 endroits, peut-être 2 par exemple. L'un proche de l'ellipse où il a atterri au départ, dont on est sûr qu'on peut revenir les rechercher. Et puis beaucoup plus loin, dans les trentaines de kilomètres, dans une zone encore plate où on pourra les récupérer. Tous les scénarios sont encore à l'étude. C'est un excellent cas d'école pour les écoles d'ingénieurs pour faire de l'analyse de risque. Ouais. Et en fait, c'est ce qui va se faire au fur et à mesure l'état du véhicule va être examiné en permanence. Ils sont toujours examinés en permanence. Et à chaque fois, il y a une analyse de risque qui fait que ce que l'on pensait avoir décidé aujourd'hui sera peut-être modifié demain parce qu'il y a un élément nouveau qui va rentrer. Donc, c'est une gestion qui est extrêmement dynamique. Alors, les scientifiques sont en train de faire des scénarios
Parce que quand on a des problèmes ou quand on revient au scénario et on dit bon, là, maintenant, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a quand même des choses sérieuses sur lesquelles travailler qui ont déjà été analysées. Mais en permanence, il y a une analyse de risque sur, oui, tiens, il y a un des moteurs, par exemple, un des moteurs d'une roue qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Je ne pourrais peut-être pas monter une pente qui va faire, je ne sais pas, 9 degrés, donc je vais être obligé d'aller dans des plats, donc je ne vais pas pouvoir aller à cet endroit-là, etc., etc. Donc, c'est extrêmement délicat de faire ce genre de choses. Et surtout, c'est un travail quotidien. Et c'est ce qui fait l'intérêt aussi bien pour les gens qui sont au GPL, donc les gens qui gèrent techniquement l'engin, que pour les scientifiques qui essayent de dire où est-ce qu'il faut aller et qui participent eux-mêmes à, disons, au meilleur choix possible en ayant connaissance de l'état physique du véhicule. On vous demande comment les échantillons seront retrouvés. Il n'y a pas de GPS, donc ça ne va pas être facile à localiser. Oh, mais on saura où on les aura posés assez précisément, hein. Déjà aujourd'hui, avec les images des satellites en orbite, on a l'intérieur de G0 à 25 cm près et la topographie à 25 cm. Donc on saura très précisément. On saura exactement où on les a placés, ça ne pose pas de problème. Comment est-ce que les ingénieurs de la NASA ou de l'Agence spatiale européenne envoient des ordres aux robots? Combien de temps met l'information à faire le trajet? En fait, on envoie les ordres groupés, quoi. On envoie le programme de travail en une fois. Le programme de travail, c'est-à-dire les ordres pour la journée, quoi. Voilà, oui, voilà, il a son programme pour la journée. Le temps de transmission, je ne sais plus exactement combien c'est, Michel. Ça varie entre 7 minutes et 20 minutes, hein, en fonction de la distance. Alors, d'abord, les ordres sont envoyés. Comment ça se passe? Tous les soirs, les scientifiques se réunissent et ils définissent une mission pour le lendemain. Cette mission, elle est envoyée aux ingénieurs. Alors, ça se fait à Toulouse, hein, encore une fois, une semaine, au FIMOC, et c'est ce qui se passera aussi pour Persévérance. Et puis, les instructions demandées sont envoyées au JPL, donc au Jet Propulsion Laboratory, qui est à Los Angeles, de la NASA. Et là, qui est la mec de l'exploration. Et là, ils mettent ça en forme, ils l'envoient à une grosse antenne, la meilleure, la plus favorable autour de la Terre, qui envoie l'ordre à un orbiteur qui est autour de Mars, qui est soit MRO, Mars Reconnaissance Orbiteur, soit Mars Express, mais c'est un peu plus rare, soit le TGO, le Trace Gas Orbiteur de l'ESA. Et là, quand le satellite passe au-dessus du véhicule, il lui envoie le programme et le véhicule lui dit « j'ai bien reçu » et après il met en œuvre le programme. Donc voilà comment, grosso modo, ça se passe. Et donc voilà, donc c'est quand même, il y a beaucoup d'étapes dans cette élaboration d'une part du programme et ensuite dans l'envoi et la réception du programme. C'est pas encore une fois des petites manettes et c'est pas comme ça du tout. Et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est un processus très très long qui commence qui commence par la réception des données du rover. Qu'est-ce qu'il a pris comme mesure la veille? Et ça va être envoyé. Il y a les ingénieurs du rover qui vérifient que le rover allait bien. C'est envoyé à chaque instrument qui vérifie qu'il a eu ses données. Et ça va aider à prendre des décisions pour la suite. Et il y a énormément de monde qui travaille. Il y a plusieurs centaines de personnes qui, chaque jour, travaillent à faire cette feuille de route des rovers. Pour Curiosity, il faudra aussi qu'il le fasse, du coup, pour Persévérance. Il faudra travailler 2 fois. Mais il y a c'est incroyable le nombre de personnes qui travaillent à cette feuille de route. Et donc, chaque jour. À Toulouse, on est en mesure d'envoyer effectivement des ordres, peut-être pas à Persévérance, mais... Mais s'il le fera aussi pour Persévérance. D'accord. Toulouse, qui est géré, c'est l'instrument ChemCam de Curiosity, et il fera pour Supercam. Pour Persévérance. Oui. On envoie les ordres, on propose, une fois qu'on a décidé ce qu'on allait faire, parce que c'est un consensus parmi les scientifiques, on élabore les instructions pour son propre instrument. Et ça, c'est envoyé au JPL qui l'intègre dans la séquence des ordres qui vont être donnés et qui va être dans le programme qui va être envoyé au satellite et ensuite qui va redescendre par le Deep Space Network, donc un ensemble de grandes antennes qui permettent de... Oui, des antennes de 70 mètres, hein, c'est pas des casseroles. Hein, c'est pas, Alors, on se demandait quelle était la différence entre Curiosity et Persévérance. Donc, Persévérance, le
le rover qui nous occupe et qui va arriver dans 2 mois et demi, eh ben, il y a une différence qui est assez amusante et on la voit sur l'image numéro 7. Est-ce qu'on peut la voir, cette image numéro 7? Qu'est-ce que c'est que Ingenuity, Michel ou Cathy? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Tu veux y aller, Michel, comme tu pilotes? Alors, Ingenuity, c'est un mini hélicoptère, un drone, mais qui va, pour la première fois, essayer de voler dans l'atmosphère martienne et qui va essayer alors c'est une première, et qui va essayer de travailler un petit peu, au moins au début, avec le rover, en pouvant s'élever. Donc, il sera capable, avec une caméra, de voir ce qu'il y a devant, d'envoyer les données au véhicule qui pourra les renvoyer sur Terre et où elles pourront être traitées. Mais pour l'instant, c'est un engin purement technologique, hein, parce qu'il y a énormément de risques, etc. Comme on le sait, l'atmosphère martienne est extrêmement ténue. Elle fait à peu près 1/100 en densité de l'atmosphère terrestre. Et donc, il faut tourner 100 fois plus vite ou avoir des pales 100 fois plus grandes pour pouvoir voler. Donc, c'est pas si simple que ça. Et donc, voilà, donc c'est quelque chose qui va occuper les premières journées après l'atterrissage, puisque actuellement, il est stocké sous le rover. Il est retrouvé sous le véhicule. Hein, et le véhicule va atterrir, et une des premières choses qu'il fera dans les premiers jours, alors je ne me rappelle plus quelle est la séquence exacte, mais au bout de 2 ou 3 jours, c'est il va laisser, enfin, ce qu'on voit, les pattes de l'hélicoptère vont se déployer. C'est assez spectaculaire. Il y a un film je vous recommande d'aller sur le site de la NASA, vous allez voir ça. C'est quand même, c'est costaud, hein, c'est des ressorts costauds. Et donc, il va se déployer, il va le laisser tomber. Il va s'éloigner, il sera beaucoup plus loin que ça. Je crois qu'ils ont une distance de sécurité de 50 mètres pour pas que le véhicule, pour pas que le drone vienne heurter Persévérance et endommager quelque chose. Et donc, ils vont faire une approche très progressive. Ils vont commencer par faire tourner les hélices. Et en plus de ça, le problème, c'est que les capacités de bactéries, il peut voler au maximum de charge de ses batteries. Il peut voler 90 secondes. D'accord ? Donc, ils vont faire des essais très progressifs. Et puis, le petit carré qu'on voit au-dessus, c'est en fait le panneau solaire qui va servir à alimenter les batteries qui sont à l'intérieur. Et donc, il faut un temps de recharge assez important, je pense, pour qu'ils puissent repartir. Enfin, tout ça, ça a été calculé, bien entendu. Mais donc, il vole 90 secondes, il se pose, voilà. Il recharge ses batteries et il peut revoler 90 secondes. Voilà, mais peut-être qu'il va mettre 2 jours ou 3 jours à recharger ses batteries. Hein. Ça dépend de beaucoup des circonstances. Il ne faut pas qu'il se mette à l'ombre. Bon, voilà. C'est quelque chose. Et puis, la navigation n'est pas simple, hein, parce que là, c'est pareil. Hein, c'est un drone. On n'a aucun retour. Donc, ils vont commencer à faire tourner les hélices. Après, ils vont le faire s'élever de 5 mètres, après peut-être de 1 mètre, après de 5 mètres, etc. Et c'est pareil, il faut envoyer le programme au véhicule qui l'enverra ensuite à l'hélicoptère pour qu'il puisse effectuer ses missions. Donc, c'est un élément extrêmement spectaculaire, mais qui ouvre des perspectives, notamment pour l'exploration martienne à venir. Alors, peut-être un petit peu… Ce n'est qu'un début. C'est vraiment un démonstrateur technologique qui va être passionnant à suivre et qui va sûrement passionner tout le monde. Et je pense qu'Ingenuity va devenir la coqueluche de Noël 2021. Alors, on a bien compris qu'à l'intérieur du cratère, on allait trouver plein de matières carbonées probablement, que ça va être passionnant à regarder, mais qu'il nous manque un peu le contexte. Et donc, on va voir, et en tout cas, Cathy a très envie, si la mission est étendue, et elle le sera si elle est techniquement un succès, la mission sera étendue. Et là, Cathy a très, très envie qu'on sorte du cratère. Alors, on peut le voir sur la diapositive numéro 17. Je suppose que c'est ça qu'on voit, Cathy. On nous voit en train de sortir du cratère, c'est bien ça? Alors, moi, j'ai la diapositive 18. Ah bah non, il y avait je montrais la 17, mais la 17, c'est ça qu'on montre ou pas? Avec la 17, non? Non, c'est la 17, c'est la stratégie de savoir où on va aller chercher. Alors, on va aller à la 18 alors. Oui, il y a 18, c'est une des propositions de mission étendue, c'est-à-dire, vous voyez, c'est à droite l'ellipse d'atterrissage danger zéro. Et l'idée, elle est donc d'aller explorer le delta, les carbonates au bord du rempart du cratère, d'aller visiter le rempart du cratère et d'aller cap à l'ouest
vers une zone qu'on a appelée Midway. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Midway. Midway, oui, parce qu'en fait, il y avait un autre site d'atterrissage qui était un petit peu plus loin, qui était à plus de 60 km, qui était particulièrement intéressant géologiquement. Et on a trouvé cette ellipse de Midway qui montrait les mêmes choses que cet autre site d'atterrissage. Midway, c'est-à-dire mi-chemin. On est à mi-chemin. Voilà, mais qui était à mi-chemin et qui était surtout à une distance atteignable depuis G0. Voilà, donc on ferait d'une pierre deux coups, quoi. On aurait deux histoires géologiques. 2 sites différents. Exactement, et ce qui nous maximise donc la diversité des échantillons à récolter. Il y a 30 km là. 30 km? À peu près, le chemin qu'on voit, à peu près, ça va faire une trentaine de kilomètres. Ouais, c'est Oui, ça, c'est pour ça que Et donc ça, il faut 30 km, c'est qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit 400 mètres par jour, c'est ça? Oui, quand il fait beau. D'accord. Bah, Et quand on s'arrête pas. On peut pas. Encore une fois, bon, on est dans la fabrication de scénarios qui sont fondamentaux. C'est très important ce travail-là parce que c'est ce qui donne les objectifs et ce qui va à un moment donné conditionner ce que l'on veut faire. Bien entendu, on va s'adapter au jour le jour, en sachant que on a l'analyse de risque, qui est l'analyse de risque de panne, l'analyse de risque de se trouver dans des circonstances désagréables sur le plan de la locomotion, de monter des pentes trop importantes, etc., etc. Et puis, il y a une analyse de risque par rapport à l'intérêt. Et au fur et à mesure que l'on va avancer, on va avoir un intérêt supplémentaire pour telle ou telle chose. Donc voilà, donc 30 km, je pense que même quand on va tracer, je me rappelle, même s'il trace actuellement, Curiosity est censé tracer actuellement, mais enfin, il va quand même pas si vite que ça. il y a beaucoup de personnes sceptiques dans l'équipe sur la faisabilité de cette mission étendue, c'est évident, quoi. D'accord. En se disant, on restera à l'intérieur parce qu'il y a trop de choses à faire, c'est ça? Non, c'est parce qu'on sera trop. Oui, en faisant des analyses scientifiques, on s'arrête, on prend du temps. Et c'est ce que je dis. Ouais, c'est ça. Je rappelle aussi que quand même, Persévérance a des missions scientifiques. Ce n'est pas que de la récolte des Bien sûr. C'est vrai qu'on insiste là-dessus. C'est la partie extrêmement spectaculaire et dans laquelle elle est d'autant plus spectaculaire pour nous, Français et Européens, que l'Europe fait partie de la mission de retour d'échantillons. Que nous, en France et en Europe, on a plusieurs instruments. On a un instrument de météorologie qui est espagnol et on a Supercam. Mais l'objectif, c'est aussi de faire de la science. Et cette science, elle viendra aider à la sélection des échantillons. Mais tout n'est pas. Alors, c'est un débat, parce que entre l'ESA, entre la NASA et ses scientifiques, les équipes scientifiques qui ont été sélectionnées pour fabriquer les instruments, ils ont été sélectionnés pour faire de la science, pas uniquement pour ramasser des échantillons. D'accord ? Donc, le débat, c'est ce qui rend cette mission particulièrement riche. Et je pense que l'avis de Cathy va être particulièrement intense pendant ces quelques années, dans ce débat permanent entre la science que l'on peut faire, les échantillons qu'on pourrait récolter, ceux qu'on va réellement récolter et ceux qu'on va finalement rapporter. Et donc, je crois que c'est ça qui fait la richesse. Mais il ne faut pas oublier quand même que les instruments qui abordent de Persévérance sont là aussi pour faire de la science. Faire de la science, ça veut dire découvrir de nouvelles choses, identifier des minéraux, s'en servir pour raconter l'histoire de G0, de Mars d'une façon plus générale, aller rechercher éventuellement des traces qui montreraient une habitabilité ou qui montreraient éventuellement des traces chimiques. Alors, ça sera peut-être plus difficile parce que c'est pas tout à fait, il n'y a pas les bons instruments comme ceux, il n'y a pas de système de spectro de masse, par exemple, mais il y a quand même du Raman, qui va donner des indications. Alors, là, tu l'as dit vite, du Raman, qu'est-ce que c'est le Raman? Alors, le Raman. Mais tu sais, on va en reparler parce qu'on va en parler avec Supercam. Voilà. Alors, il y a même 2 Ramans à bord. Bon. On va en reparler. Il y a Mehdi qui nous appelle. Sur Mars, il y a des années, c'était la Méditerranée. Il y avait de l'eau en pagaille, on se croyait à Hawaï, c'était peut-être habité. Mais un jour tout a fui, dans l'espace d'une nuit. Restait que les caillasses, imaginez-vous l'angoisse qu'a vécu Curiosity. Sur son cratère, il a cherché en solitaire, un peu comme un ver de terre confiné dans son logis. Persévérance, on l'espère, aura plus de chance, car il a sous ses abattis l'hélico Ingenuity.
et il pourra avaler des kilomètres pendant des années. Le JPL lui amène la Google Maps de la semaine pour pouvoir tout explorer. Plus fort que Curiosity, persévérance et ingenuity. Bon, on n'a plus qu'à arrêter là le mardi de l'espace parce que ça y est, t'as tout dit, quoi. T'as tout résumé, on a tout compris, d'accord. Oui, où en étions-nous? Ah oui, quand même, cette question, Cathy Quentin. Alors d'abord, avant de vous poser la question, on a Alice Thomas, qui est une habituée de nos Mardis de l'espace, qui réalise des dessins en direct. Alors voilà, Mathilde se propose de les montrer. Donc nous, on ne voit pas ce que ça donne, mais voilà, si on peut les montrer tout à l'heure, on les montrera. Mathilde, tu nous dis quand ils sont prêts. Autre chose, oui, alors Cathy Quentin, quand même, si on retrouve cette image numéro 18, avec cette mission étendue, qu'est-ce que vous espérez trouver à l'ouest que vous n'aurez pas trouvé à l'est? Pourquoi est-ce que vous avez envie, vous, de cette mission étendue? J'ai envie de savoir tout ce qui s'est passé avant la formation du cratère G0. Donc le cratère, lui, c'est quoi? C'est environ 4 milliards d'années, c'est ça? C'est un peu plus jeune, du coup peut-être 3,8 milliards d'années. Si le grand bassin d'impact Isidis s'est fait à peu près à 4 milliards d'années, G0 a dû se mettre en place un peu après. Donc G0, c'était rempli d'eau, hein, on peut le supposer en tout cas qu'il y avait une mer. Au moins à un moment, oui. Au moins à un moment. Oui, il y a vraiment un immense lac, quoi. Oui, il y a vraiment une vallée qui rentre dedans, puis une vallée qui ressort aussi. C'est un peu plus intéressant du coup que Gale Crater, qui était complètement fermé. C'est ça, donc c'est vraiment un cratère avec de l'eau qui entre et puis de l'eau qui ressort. Hein. Voilà. Alors pourquoi c'est plus intéressant le fait qu'il y ait un écoulement comme ça? Il y avait un apport de matière, quoi. Ouais, tout le système est en fait connecté à l'histoire, enfin au réseau hydrologique de Mars, contrairement à un bassin complètement fermé. Donc on a quelque chose qui est à l'équilibre avec, ça coulait visiblement. Il y a une rivière qui arrivait dans G0, mais la rivière qui sort de G0, elle allait bien quelque part, elle allait alimenter quelque chose. Qu'est-ce qu'elle allait alimenter? Une mer. Voilà. Chimiquement, tout ça devait être en équilibre. S'il y a de l'eau, il peut y avoir eu de la vie. Voilà. Il faut simplement que ça ait duré suffisamment longtemps. Il faudrait quand même des dizaines, des centaines de milliers d'années. Alors justement, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Enfin, c'est pas instantané, mais quand on discute avec les biologistes, notamment les évolutionnistes, je pense à Purification Lopez Garcia, par exemple, ou les autres exobiologistes, on n'a pas d'idée du temps. C'est pas instantané, c'est pas dans la minute, bien entendu. Mais on rentre dans des statistiques. Mais une statistique, c'est pas parce qu'on dit oui, la probabilité est faible, donc pour que ça se produise, il faudra peut-être 2 ou 3 millions d'années, mais ça peut se produire dans la première année ou dans les 10 premières années. Après, l'évolution, ça prend du temps. Mais les premiers assemblages, on ne sait pas combien de temps ça a pris. Et on dit généralement que sur Terre, ça a été long parce que on a du mal à remonter aux traces et que on sait que l'évolution d'une façon générale est lente. Mais les phénomènes chimiques n'ont pas d'histoire. Autant l'évolution génétique, l'évolution de la vie a un temps qui est logique avec des générations, avec des phénomènes de sélection les uns derrière les autres, qui demandent plusieurs générations, des centaines de milliers de générations, autant l'évolution chimique, elle n'a pas d'histoire, elle n'a pas de temps et on ne peut pas la déterminer de la même façon qu'on peut déterminer l'évolution au sens darwinien du terme. Et une grande inconnue qu'on a, c'est la durée du lac dans G0. Il y a visiblement suffisamment de preuves pour dire que ce cratère a été un lac, il y a ce delta, mais il y a des scénarios un peu pessimistes, certes, qui pensent que ça peut être fait en quelques milliers d'années. Est-ce suffisant pour faire émerger la vie? Après, voilà, c'est les grandes incertitudes qu'on a sur les figures deltaïques qu'on peut observer sur Mars. En combien de temps elles se sont formées? Alors, on a bien compris. Ça y est, on a nos échantillons, on a fait notre petit pousset, on a mis nos tubes les uns derrière les autres, et maintenant il faut les récupérer. Non seulement il faut les récupérer, mais il faut les ramener jusqu'à un système de propulsion qui va les envoyer dans l'espace pour que, in fine, tout ce système, enfin ce conteneur avec tous ces tubes reviennent sur Terre. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, il y a
un dessin assez simplifié. C'est le dessin numéro 19. Est-ce qu'on pourrait le montrer, ce dessin numéro 19? Donc, est-ce que tu peux nous le commenter, Michel? Alors, oui, ce dessin montre les trois grandes étapes qui sont données. Donc, la sélection et la récolte des échantillons, donc ce qui est montré avec persévérance. On voit les échantillons en bleu. Hein, on voit les échantillons en bleu, on voit les tubes qui sont déposés, et puis on voit un petit véhicule, un deuxième véhicule en vert cette fois-ci, qui sera un véhicule européen qui s'appelle le Fetch Rover. Fetch, ça veut dire récupérer, attraper. C'est rapide. Voilà, récupérer rapidement. Et donc, qui va rapporter donc, ces tubes d'échantillons, alors un certain nombre. Il va les rapporter vers une plateforme dans laquelle ils seront chargés dans ce petit conteneur qu'on a vu, l'orbiting container, et qui sera placé en haut d'une fusée qu'on appelle une fusée à 2 étages qu'on appelle le MAV, Mars Ascent Vehicle. Vous savez qu'à la NASA, dans tous les domaines spatiaux, on adore les acronymes. On ne peut pas donner un mot complet, il faut toujours mettre un MAV, et puis voilà. Et donc on le mettra, et ça sera envoyé en orbite autour de Mars. Et là, à une centaine de kilomètres à peu près d'altitude, donc un satellite européen, le TGO, pas le TGO, excusez-moi, l'ERO, Earth Return Orbiter, va récupérer, retrouver. Alors, voilà, il est en jaune. Il va retrouver ce conteneur qui est entièrement passif. Il n'y a pas de radio, il n'y a rien du tout. C'est un ballon de hand, quoi. C'est grosso modo, c'est un ballon de basket, entre le ballon de hand et le ballon de basket. Voilà. Et donc, elle est retrouvée, il va s'en approcher. Il y aura un système de récupération qui sera fourni par les Américains et qui va conditionner ce système-là pour être sûr qu'il soit bien étanche, pour protéger la Terre contre d'éventuels microbes martiens. Il va bien le sceller, assurer qu'il est bien étanche, le placer dans une capsule de rentrée et ça va revenir vers la Terre. Et le satellite va larguer quelques jours avant de rentrer dans l'atmosphère terrestre, cette capsule qui va... On va larguer le conteneur avec les tubes dans l'espace quelques jours. Le conteneur sera dans une capsule de rentrée. Une capsule, bien sûr. Une capsule... Alors, moi, j'ai gardé bras qui va faire 1,50 m à peu près de diamètre, mais étudié et tout, qui va rentrer directement et qui va atterrir dans l'Utah sans parachute. Elle va tomber en chute libre. Dans l'État de l'Utah. Dans l'État de l'Utah. Oui. Sans parachute. Sans parachute. À 400 km/h. Elle va arriver à, disons, autour de 20, peut-être 14 000 km ou 15 000 km/h. Et elle va être freinée par l'atmosphère. Et donc, ça va un bouclier thermique qui va s'échauffer et qui va donc dissiper l'énergie en s'échauffant. Donc, elle va être ralentie, elle va heurter le sol, je dirais entre 200 et 400 km/h à peu près. Et donc, tout est prévu pour que le choc soit absorbé par des absorbeurs de choc. Elle sera sûrement déformée, ça c'est certain, mais les échantillons qui seront à l'intérieur auront des chocs d'une centaine de G, donc quelque chose qui est supportable. Enfin, c'est prévu pour, comme diraient les humoristes. Donc, c'est prévu pour, et donc, ils vont arriver et l'ensemble sera intact au sol. De nombreux tests ont été faits, des essais vont être refaits sans doute encore pour être certain qu'on puisse garantir cette intégrité du conteneur, parce que le but c'est que le conteneur alors les tubes sont étanches, ils sont mis dans un conteneur qui est lui-même étanche, qui va arriver dans une capsule pour le protéger. Il faut être sûr que l'étanchéité du conteneur n'a pas été rompue lors de cette chute. Et donc là, il y a beaucoup de tests qui se font, bien entendu, et ça, c'est un vrai travail d'ingénieur. On ne veut pas que cette intégrité ou qu'il y ait eu une ouverture, qu'il y ait un lien entre l'atmosphère terrestre et le conteneur lui-même. Qu'est-ce qu'on redoute? Alors, il y a une règle qui a été... il y a un traité de l'espace qui date de 1967. Et derrière ce traité de l'espace, il y a ce qu'on appelle des recommandations de protection planétaire qui sont émises par un comité scientifique qui est le Planetary Protection Panel du COSPAR. Et donc, ces règles de protection planétaire, elles sont admises par les pays, et notamment par les États-Unis et par l'ESA. Et donc, on prend les précautions de façon à être sûr
qu'il n'y ait pas de contact entre quelque chose qui était en contact avec l'atmosphère martienne et l'atmosphère terrestre. Et donc pour cela, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, ce n'est pas l'orbiteur qui revient sur Terre, au contraire, lui, il va éviter la Terre parce qu'il a été à un moment donné en contact avec quelque chose qui n'était pas entièrement scellé, qui était ce conteneur. Et donc, on veut être sûr qu'il n'y a aucun contact. Alors, qu'est-ce qu'on craint? On craint quelque chose qui a très faible probabilité, mais dont on ne peut pas être certain que le risque soit nul, c'est qu'il y ait une forme de vie martienne, actuelle, vivante, à très bas bruit, etc., qui pourrait éventuellement, risquerait de se disperser dans la biosphère terrestre. Personne n'est capable de préjuger quels en seraient les effets, mais comme on ne sait pas, on considère que, un, il y a de la vie martienne, mais ça, on le considère, ce n'est pas du tout prouvé, ou il n'y a pas un élément qui dise, mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, donc on fait comme s'il y en avait. Et deuxièmement, on ne peut pas dire qu'elle est dangereuse ou pas, donc on fait comme si elle était dangereuse, et donc on prend les précautions nécessaires. Et c'est la raison pour laquelle ces échantillons, ce conteneur, sera amené dans un laboratoire spécialisé, organisé autour de lui, pour qu'il n'y ait encore une fois pas de contact, même quand on l'ouvre, pas de Un contact. laboratoire de type P4, c'est-à-dire celui qui permet de traiter les virus et ce genre de choses-là? Alors, c'est un laboratoire de type P4, c'est-à-dire que ça traite principalement les virus et aussi quelques bactéries particulièrement dangereuses. Mais ce laboratoire P4, c'est surtout donc c'est le niveau de sécurité maximale. C'est-à-dire que tout ce qui sort du laboratoire est stérilisé à la chaleur ou par un autre moyen, mais généralement il est cuit, pour simplifier. On le met au four, 300 degrés, et on n'en parle plus. Donc ce qui sort du laboratoire, que ce soit un microscope, un ordinateur, des feuilles de papier, tout ce qu'on veut, à part des données sortent de façon électronique, il n'y a que les gens qu'on ne fait pas cuire. Et donc les gens, ils ne sont jamais en contact avec les échantillons eux-mêmes. Ils travaillent, alors les échantillons sont dans des boîtes à gants, et les gens qui travaillent dans le laboratoire, ils sont dans des scaphandres étanches. Et ces scaphandres, quand ils sortent, ils quittent l'air de laboratoire, ils prennent d'abord une douche très puissante d'air, et ensuite une douche d'eau, et eux-mêmes, quand ils sortent, ils se redouchent, ils sortent tout nus. Enfin, ils sont habillés dans leur scaphandre, mais les vêtements, ils changent de vêtements. Hein, ils ressortent après s'être eux-mêmes douchés. Et tout ce qui sort de ça, c'est toutes les eaux usées sont traitées, elles aussi, de façon stérilisante. Donc voilà, donc c'est vraiment des laboratoires extrêmement particuliers. Et là, dans ce cas particulier, on veut aussi protéger les échantillons, parce que les échantillons sont extrêmement précieux, donc il n'est pas question de les laisser comme ça au milieu de la pièce. Et donc les boîtes à gants, elles seront elles-mêmes étanches, elles seront remplies avec, actuellement c'est plutôt de l'azote sec, hein, l'azote pur, ultra purifié, etc., de façon à être certain. Et elles sont en légère dépression par rapport au laboratoire, qui sera lui-même en légère dépression par rapport à l'atmosphère, de façon à ce que rien peut sortir. Si jamais il y avait une brèche quelque part, un accident non destructif totalement, hein, on prend des précautions bien sûr, eh bien, ça soit l'air qui rentre et que rien ne puisse en sortir de façon incontrôlée. Alors, il nous reste un petit quart d'heure, on a encore pas mal de petites choses à voir, et notamment, on a les dessins d'Alice Thomas. Donc, on ne va pas les voir, nous, mais il faut les montrer là, au public sur Twitch. Nous, on se voit, on a un système qui fait qu'on ne voit pas ce que vous voyez. Bon, voilà. Mais je suis sûr que vous en profitez. Alors, on ne peut pas les décrire, mais voilà, je suis sûr qu'ils sont très jolis et on connaît le talent d'Alice Thomas. On va continuer avec tout ce système, là, parce que ça a l'air compliqué ce rover, mais on s'aperçoit qu'aller récupérer les échantillons, ça va être encore plus compliqué, parce qu'il faut un orbiteur, il faut un atterrisseur, il faut un véhicule qui va chercher les tubes, qui va les rapporter à l'atterrisseur. Dans l'atterrisseur, il y a un lanceur, un mini-lanceur, qui va envoyer le système vers... Enfin bon, bref, c'est extrêmement compliqué. Alors, on peut voir deux petites images intéressantes. Peut-être l'image 21, c'est le Earth Return Orbiter, l'Hero, qui lui sera fabriqué, qui sera européen, Michel? Alors, oui, ce qui est important, c'est de comprendre que... On a encore pas mal de choses à voir, Michel, donc on va essayer d'aller... Très rapidement, donc, le retour d'échantillons, autant Persévérance est un instrument américain, autant le retour d'échantillons est fait en coopération entre les États-Unis et l'Europe, entre la NASA et l'ESA.
Et parmi les contributions de l'ESA, il y a donc cet orbiteur qui est donc un très gros orbiteur. Hein. Donc, vous voyez, il y a d'énormes panneaux solaires. Alors, les panneaux etc. solaires, je crois que en dehors de la Station spatiale internationale, on n'a jamais eu des panneaux solaires aussi grands dans l'espace. Ah oui, puis ils sont vraiment très très importants hein, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'énergie à l'intérieur. Et donc, c'est lui qui va être chargé, d'une part, donc, de récupérer le petit conteneur qui va être vraiment minuscule par rapport à la taille de cet orbiteur. Et puis, au sommet, on observe tout à fait en haut une sorte de petit cône jaune. Et c'est ça la capsule de rentrée et de retour vers la Terre. Et donc, voilà, il est fabriqué. Effectivement, c'est le bouclier thermique qu'on voit. Donc, il faut savoir que nous sommes en avance. L'Europe est en avance par rapport aux États-Unis, hein, puisque actuellement, on a déjà passé des contrats pour la fabrication du Fetch Rover avec le Astrium UK. Donc le Fetch Rover sera européen aussi. Le Fetch Rover sera européen. Celui qui va les récupérer. Il sera mis sur une plateforme américaine pour atterrir. C'est les Américains qui le feront atterrir. Et puis, le bras robotique sera canadien. Et Hero, donc le Earth Return Orbiter, sera fabriqué en France par Airbus Defence and Space. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Ce n'est plus un projet futur, c'est un projet réel sur lequel on a déjà commencé à travailler et le tic-tac de l'horloge des calendriers a commencé, donc, parce qu'il ne faut pas être en retard. Hein. On peut tirer qu'une fois tous les 2 ans. Voyons voir la diapositive numéro 22, c'est celle juste après. Et là, on voit donc l'atterrisseur. Et puis le MAV, le Mars Ascent Vehicle, la petite fusée, je ne sais pas pourquoi on ne tire pas au zénith, mais avec un angle de 45 degrés. Mais Alors, je ne suis pas spécialiste et je ne dirai rien là-dessus. Il y a peut-être un effet graphique aussi c'est vrai. volontaire, mais il est important de bien viser l'endroit de bien viser l'orbite sur laquelle sera le Hero, Earth Return Orbiter, hein, parce que il y a certaines facilités pour pouvoir récupérer le conteneur, mais on ne peut pas être sur des orbites qui sont perpendiculaires l'une à l'autre. Hein. Voyons, est-ce qu'on peut faire un petit mot? Alors, Cathy, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu, mais si vous avez envie d'apporter votre pierre à notre dialogue, surtout, n'hésitez pas. Hein. C'est moi mon expertise, là, les lanceurs. Alors, tout va bien. Diapositive numéro 3, on va voir Supercam. Donc, on en a déjà dit un petit mot. Donc, Supercam, c'est une évolution de ChemCam qui se trouve actuellement sur Curiosity. Donc, c'est la diapositive numéro 4. Hein. Pardon? C'est la diapositive numéro 4. Ah d'accord, moi j'ai la... Ben non. On voit le rover sur la 3. Oui, c'est le rover avec Supercam. Moi, je voudrais la 3. Ça, c'est Supercam. Parce qu'on voit le faisceau laser. Donc, ça permet de comprendre ce qu'est Supercam, où se situe Supercam aussi. Donc, bien diapositive numéro 3. Est-ce que tu veux nous en dire un mot, Michel? Alors, Supercam, c'est un super instrument. Alors, ChemCam, c'était déjà un super instrument, mais alors, Supercam, c'est un super instrument parce que… Très français, Supercam? Alors, oui, il est très, très français. Il est très français avec une contribution espagnole, mais il est quand même très français. Et alors, c'est 5 en 1. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à ChemCam. C'est à peu près la même forme que ChemCam, mais c'est absolument plus ChemCam. Parce qu'il a le LIPS à l'intérieur, mais on va y venir après. Il fait 5 instruments quand même. Et donc, c'est l'instrument qui va donner une première analyse assez complète des roches et des minéraux qui sont autour du véhicule à une distance suffisante pour que le bras puisse choisir l'endroit où il va aller pour aller se rapprocher ou faire des analyses plus précises ou faire un prélèvement. Et donc, voilà, donc c'est vraiment un super instrument et qui suscite déjà beaucoup d'intérêt. Et le laser est une technologie française, c'est ça? Voilà, c'est un laser de Thales Optronics. Et donc l'idée, c'est voilà, on fait des tirs laser sur la roche d'intérêt et on la pulvérise de cette manière-là et on est capable d'analyser la lumière qui est produite au moment où on la brûle de cette manière-là. Voilà, alors… Oui, non, mais c'est ça, c'est une des techniques de Supercam, parce que Supercam, c'est une super caméra. Mais une des techniques, c'est ce LIPS, où ça fait de l'abrasion laser. Donc, effectivement,
automatiquement, le laser va abraser la roche et puis ça va créer un plasma. Et puis, c'est ce plasma qui va être analysé par un Le plasma, spectromètre c'est-à-dire c'est pour voir la un composition. gaz ionisé au moment de Voilà. l'impact. Voilà, disons Voilà. que quand le laser produit une chaleur tellement importante que les électrons, il fournit une énergie. Alors, un atome, c'est un noyau des électrons. Les électrons, ils sont souvent bien précis. Quand on leur donne un grand coup d'énergie, ils s'en vont ailleurs et après ils reviennent. Et quand ils reviennent, ils émettent de la lumière. Et c'est cette lumière qu'on analyse et qui est caractéristique des éléments au sens mendélévien du terme, au sens des éléments fondamentaux, hein, que l'on a en chimie. Et donc, on peut déterminer la composition élémentaire donc, de ce que l'on a vaporisé. Donc, à distance, à plusieurs mètres de distance, on est capable d'avoir une première idée de la nature des roches. Et donc, ça permet ensuite de se rapprocher avec le bras pour aller faire des analyses un peu plus longues. Ah, Michel ? Non, mais ça, il y a le Raman qui va donner des idées sur les roches après. Mais là, c'est Cathy, elle connaît ça beaucoup mieux que moi. Alors, on va le voir, le Raman. D'abord, on va voir la diapositive numéro 4. Donc, on voit ce supercam de plus près. Et puis, on peut aller voir la diapositive numéro 5. Regardez, quand on a parlé tout à l'heure, juste un instant, 4, sur la diapositive numéro 4, on a parlé de la protection planétaire, etc. Regardez comment les gens travaillent. Hein, ils ont un masque, ils ont des combinaisons complètes qui sont stérilisées à chaque fois qu'ils rentrent ou qu'ils sortent. On ne la met pas 2 fois. Ils ont 2 paires de gants et ils changent de gants toutes les 2 heures. D'accord ? Donc c'est ça le travail que l'on fait avec des vrais gens autour d'un vrai instrument qui va aller sur Mars. Diapositive numéro 5. Alors là, on voit tout ce que Supercam peut faire, non ? C'est pas ça, Cathy ? Exactement. C'est donc une super caméra parce qu'elle va faire plusieurs techniques. Elle va faire donc ce LIPS qu'elle faisait déjà, c'était ChemCam sur Curiosity. C'est haut à droite, à le droite, voilà. Ouais. Donc ce laser, et puis on essaie d'avoir la composition via le plasma. Mais on peut aussi utiliser le laser pour faire du Raman. Le Raman, ça consiste à envoyer un petit faisceau de lumière, quoi, un tiré au laser, et puis d'aller comme ça exciter la matière, et on peut avoir la composition minéralogique grâce à cette technique. Donc on pourra faire ça. Il y aura aussi un autre mode qui est en bas à droite, qui est un mode dans le visible et le proche infrarouge, où là c'est un spectromètre qui a aussi complètement été construit en France, au LESIA à Paris, alors que la partie laser est construite à Toulouse. Et donc, cette partie visible proche infrarouge, elle analyse juste la lumière réfléchie solaire. C'est la même technique qu'on utilise avec les spectro-imageurs sur les orbiteurs. Et pour la première fois, on aura donc les mêmes mesures là au sol avec un rover qu'on a depuis l'espace. Tout ce qu'on analyse, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, en fait, on l'a à partir d'un instrument comme ça sur les orbiteurs. Et pour la première fois, on aura le même type d'instrument sur Mars qui fera du visible proche infrarouge. Il a aussi, ce que vous avez en bas à droite, une caméra en couleur, une micro-caméra en couleur pour savoir où les tirs laser ont eu lieu, par exemple. Et petit bijou aussi, il y aura un micro. On va écouter le son de Mars. Donc, c'est vraiment 5 techniques en une. Donc, c'est pas simple à opérer. Ça, le micro, là, pour le coup. À quoi sert le micro ? Alors, le micro, il sert à écouter le laser, par exemple. On n'a jamais écouté Mars. On a à la fois une démonstration technologique, mais... Il y a déjà eu des micros sur Mars. Hein. Ils n'ont pas fonctionné. D'accord. Ah non, c'est la première fois qu'il y a un micro Ouais. Enfin, c'est la première fois. Il y a 2 micros. Il y a un micro qui va être technique au moment de l'atterrissage, qui est un micro de la NASA, qui va fonctionner, qui est attaché au système de descente proprement dit. Et il y a le micro qui est sur Supercam, qui va, lui, servir à des objectifs scientifiques que Cathy va nous expliquer. Mais il y a des liens avec la science de l'atmosphère martienne, beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on s'attend à voir, outre le fait d'aller écouter et comprendre, par exemple, le bruit du tir laser. C'est ce qui est un peu étudié en préparation avant l'arrivée de ce micro. Mais après, on pense pouvoir entendre et écouter un certain nombre de processus atmosphériques. Alors, très, très rapidement, hein, donc, autant le laser... Je dirais que Supercam a été conçu globalement à l'IRAP à Toulouse. Autant le micro est une production de Supaéro, de l'ISAE. Et aujourd'hui, cet après-midi, j'étais en
en télé-soutenance de thèse, d'une thèse qui a préparé le travail du micro. C'est quelqu'un qui travaille depuis 3 ans, hein, qui a fait des thèses, etc., et qui a montré toute la richesse que l'on allait pouvoir tirer des informations qui viendraient de ce micro. Et donc, au départ, c'était un petit peu, j'allais dire, un joujou pour faire du public et pour le grand public. Et avec le travail d'un thésard et le travail des laboratoires qui sont derrière, on en a fait un véritable instrument scientifique que l'on commence à apprivoiser, parce que c'est comme tous les instruments nouveaux, il faut les apprivoiser. Et c'est vraiment quelque chose qui va donner des informations extrêmement riches. Et le thésard et les personnes qui étaient autour de lui ont vraiment fait un travail remarquable dans ces dernières années, non seulement pour fabriquer le micro, mais ça c'est les ingénieurs et les scientifiques, mais aussi pour apprendre à s'en servir. J'ai encore quelques petites questions à vous poser avant qu'on ne se quitte, hein, dans quelques minutes. Michel, d'un mot, les échantillons arrivent sur Terre, ils se posent dans l'Utah, j'ai bien compris. Et là, quand est-ce que l'Europe va les récupérer, va récupérer des échantillons, puisque on est partenaires, et donc il est entendu que les laboratoires européens vont récupérer des échantillons de sol martien. Alors, il y a 2 façons de les récupérer. Il y a les façons de. Alors, d'abord, les échantillons, lorsqu'ils seront sortis de la quarantaine, ils seront proposés à la communauté scientifique mondiale et tous les gens y auront accès sur la base de propositions scientifiques qui seront évaluées et sélectionnées. Pour la science, c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, il y a une période de quarantaine, protection planétaire, imposée par la protection planétaire, dans laquelle on va rechercher si ces échantillons contiennent ou non une forme de vie. Le CNES a déjà dit qu'il souhaitait qu'il y ait un centre de quarantaine en Europe pour partager le travail. Et puis, il y a des raisons de sécurité, hein, ils sont tout à fait d'actualité. Le fait qu'il faut travailler dans plusieurs laboratoires pour affirmer un résultat plutôt que dans un seul. Et donc, on est en train actuellement, en France et en Europe, de monter un projet pour avoir un centre de quarantaine en Europe pour pouvoir recevoir une partie des échantillons. Donc, un laboratoire P4, ça coûte combien ? Un laboratoire Super P4, ça coûte quelques centaines de millions d'euros. D'accord. Voilà, donc les Américains estiment que chez eux, ils en ont pour entre 600 et 700 millions d'euros à peu près pour construire leur laboratoire de réception des échantillons. Ça dépend où est-ce qu'on. Ben, eux, ils vont ouvrir le conteneur lui-même, etc. Et bon, c'est un peu différent. Ils vont avoir des rôles de conservation. Mais effectivement, c'est quelques centaines de millions d'euros. Bon, grosso modo, actuellement, la dernière ministérielle, la contribution de l'ESA. Ministérielle, c'est-à-dire la réunion ministérielle. La réunion ministérielle au niveau de l'Agence spatiale européenne. Le projet a été évalué, je résume, à 1,5 milliard. Il faudra peut-être effectivement ajouter sur d'autres budgets 300 millions pour pouvoir recevoir les échantillons en Europe et avoir une communauté scientifique qui ait, disons, une récompense au niveau de son engagement. Alors, il y a d'autres engins qui sont partis à destination de Mars. Peut-être qu'on en parlera une prochaine fois. Tianwen-1, le chinois. Il y a Hope des Émirats Arabes Unis. Dans quelques années, il y a ExoMars, un rover européen qui va, on l'a dit, réussir. Enfin, ce qui est prévu, c'est qu'il fasse des forages de 2 mètres de profondeur, justement pour les récupérer, voir ce qui se passe en profondeur de la matière qui n'a pas été irradiée. Mais il y avait un projet quand même de Michel Viseau de collaboration entre la NASA et les CNES, à eux deux, c'était il y a une vingtaine d'années, pour faire du retour d'échantillons. Ça avait même un nom, ça s'appelait Mars 1er. Il s'agissait d'envoyer un rover, c'était un rover NASA-CNES. Finalement, ça ne s'est pas fait il y a 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là ? J'ai cherché des images, il n'y a pas d'image. On n'avait pas fait d'image à l'époque. Il y en avait, parce que moi je me rappelle avoir posé devant des grandes images au sein du projet pour faire la publicité et expliquer aux scientifiques combien c'était, au grand public combien c'était intéressant de faire. Eh bien, d'abord, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt techniquement. C'est-à-dire aussi bien la NASA que le CNES, c'est ça ? Aussi bien la NASA que le CNES. Trop ambitieux ? On est parti sur des idées. Eh bien, oui, c'était ambitieux. Non, c'était pas ambitieux. Simplement, il faut voir que ce qui se fait là, ça représente des dizaines d'années de recherche et technologie. C'est pas une mission comme ça se déclenche pas d'un seul coup. Par exemple,
pour le projet d'échantillon qu'il y a actuellement, il y a eu déjà 3 comités internationaux qui se sont réunis, qu'on appelait IMARS, qui préparaient, qui réfléchissaient, etc. Donc, quand on a fait Mars 1er, c'était une volonté politique, hein, qui est une chose noble par elle-même, et de dire on va faire quelque chose ensemble. Et on n'a pas réussi à le faire parce que ça coûtait trop cher, parce qu'on n'était pas prêt, parce que les délais ne pouvaient pas être respectés, parce qu'on n'avait pas les technologies nécessaires. Et puis, 20 ans après, on a quand même énormément de progrès dans la connaissance de Mars, dans les progrès de la manipulation de l'espace, etc. Donc, ça a contribué à l'état où nous sommes aujourd'hui. Ça n'a pas marché à l'époque, mais ce n'était pas vain. Et c'est ce qui a donné naissance à IMARS. Et je peux dire que actuellement, ce que l'on va faire avec la NASA, c'est, si ce n'est les enfants, c'est du moins, il y a une filiation avec ce que nous avons fait il y a 20 ans. Bien. Et notamment en protection planétaire. C'est vrai, c'est vrai. Cathy Quentin, peut-être la dernière question pour vous. Voilà, on part en 2035 pour aller chercher ces échantillons, on les récupère, je ne sais pas quand ils arrivent, peut-être en 2040 ou je ne sais pas. Non, plutôt que ça, Michel. Plutôt, oui, quand même. C'est quoi le calendrier? Alors, il y a un débat à la NASA actuellement pour savoir si on fait un lancement ou deux, si on tire en 2026 ou 2028. La tendance est plutôt 2028 avec 3 lancements au lieu de 2, un lancement européen et 2 lancements américains. Donc, c'est encore des choses qui sont discutées. Mais disons qu'entre 2031 et 2035, on devrait avoir les échantillons au sol sur Terre et nos scientifiques pourront s'adonner enfin à leur vrai travail, travailler sur des vraies choses. Ok, donc 2031-2035, on devrait avoir ces échantillons. Donc, poussons-nous en 2036 pour vous, Cathy Quentin-Nataf. Est-ce qu'en 2036, on aura une réponse ou est-ce qu'on pourrait avoir une réponse solide à cette question? Mars a-t-il abrité la vie dans le passé ou même d'ailleurs, Mars abrite-t-il la vie aujourd'hui, de la vie vivante, je veux dire? J'espère qu'on aura vite la question sur la vie actuelle sur Mars. Parce que s'il n'y a pas cette réponse assez rapide, par exemple qu'il n'y a pas la vie sur Mars actuellement, sinon les échantillons ne sortiront jamais de la facilité américaine. Beaucoup plus de difficultés à sortir pour aller se faire analyser. S'il y a de la vie vivante, ça va tout compliquer, c'est ça? Probablement, oui. Bon, voilà. Mais bon, imaginons qu'il n'y ait pas de vie vivante. Alors de la vie fossile. Et de la vie fossile, oui, on peut espérer qu'une fois que les échantillons seront analysés en laboratoire, on aura la réponse, oui, bien sûr. Une bonne réponse, voilà, une réponse avec un bon degré de certitude. Parfait. Bah, écoutez, excellent. J'ai envie de vous souhaiter le meilleur, Cathy Quentin-Nataf, pour les semaines, les mois, les années à venir, parce que vous n'avez pas fini d'entendre parler de persévérance. Et je vous souhaite de défendre vos couleurs, défendre vos convictions pour que les meilleures décisions soient prises. Et il y a beaucoup de décisions à prendre ou se rendre avec persévérance, quels échantillons récupérer, et il y a un nombre limité d'échantillons qu'on peut récupérer, ou les laisser pour qu'ils puissent être récupérés. Donc voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur, Cathy Quentin. Et puis, Michel, quant à vous, un bon travail aussi à vous. Et puis, je sais que le CNES est derrière les chercheurs pour les soutenir, les entendre, les financer. Et voilà, je vous souhaite de très, très bonnes années, un très bon travail autour de persévérance, Cathy Quentin et Michel. Merci infiniment d'avoir été avec nous et merci infiniment à vous aussi de nous avoir suivis pour ce nouveau Mardi de l'espace. On a un calendrier qui est un petit peu chamboulé, donc on ne sait pas forcément quand est le prochain. Ouais. Ah bah Mehdi, je t'en prie, bien sûr. Allez. Quand on arrive sur Mars, on voit Angers 0, un immense cratère avec écoulement d'eau. Les évolutionnistes, comme Lopez et Garcia, rêvent qu'il était bordé de grands champs d'épinards. Les épinards martiens, il faudra bien qu'ils payent un lourd tribut à l'homme, surtout si c'est Popeye qui débarque en premier sur la planète rouge, se léchant les babines en voyant l'olivine. Popeye en oubliera de repartir. Finalement, notre amour de Mars, c'est comme aimer une pierre à la couleur de l'univers. Finalement, nos rêves d'ailleurs, d'un espace qui serait meilleur,
C'est un peu l'histoire d'amour de Popeye et d'Olivine. Elle est partie de loin, celle-là. Hein. Et j'ai bien aimé la référence à Lopez et Garcia. À un moment donné, effectivement, on a cité un monsieur Lopez et un monsieur Garcia. Non, c'est Madame Lopez Garcia, c'est Purification. Pardon. Voilà. Qui est une très grande biologiste qui travaille à côté d'Orsay, qui fait de l'exobiologie, mais qui étudie toute la vie primitive et qui apporte énormément de choses à toute la connaissance que l'on a sur l'adaptation de la vie aux conditions extrêmes et à l'origine de la vie dans des conditions hydrothermales. Donc c'est quelqu'un de tout à fait remarquable qu'il faudra effectivement inviter au Mardi de l'Espace. Alors je vous annonce quand même un Mardi de l'Espace qui sera consacré à Hayabusa 2, ce sera en début d'année, donc cette sonde japonaise qui a réussi à récupérer des échantillons d'une météorite et qu'on attend. Voilà. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. On va parler aussi de Pharao, probablement, au cours d'un prochain Mardi de l'Espace. Donc, c'est cette horloge atomique qui est à destination de la Station spatiale internationale. Renseignez-vous pour savoir exactement quand ça aura lieu. Merci beaucoup à tous. Excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Poisson rouge. Pour les poissons rouges.